Bonjour et bienvenue sur le Laboratoire d'écriture, un vlogcast où je partage avec toi l'avancée de ma vie d'autrice et de ma vie d'artiste. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série, interview papotage. C'est le premier interview papotage que je fais sur le Laboratoire d'écriture. Et donc, une interview papotage, c'est l'occasion pour moi de partir à la rencontre, virtuellement bien sûr, de personnes qui combinent écriture et création de contenu sur Internet. La question, c'est justement de leur demander un petit peu qu'est-ce que c'est d'écrire à l'heure d'Internet. Alors, si tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Elodie, je suis une autrice réunionnaise, diplômée d'un master en création littéraire. J'anime donc le podcast Laboratoire d'écriture. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc je suis animatrice d'ateliers d'écriture, que ça soit en ligne et en présentiel, dans les écoles, dans les médiathèques, etc. Et je suis également une fée conteuse, c'est-à-dire que je suis comédienne conteuse. Si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose, etc., je te mettrai en barre d'infos le lien de mon site internet www.elodielorette.com. Pour cette première interview papotage, j'ai le plaisir de recevoir le Tropeur. Le Tropeur, si tu ne le connais pas, c'est un youtubeur qui analyse les tropes dans les films et les séries. Il a aussi toute une série de vidéos de conseils d'écriture que je te recommande vivement d'ailleurs, qui s'appelle La Page Blanche. Et dans ce premier épisode hors série, on va parler de la gestion entre YouTube et l'écriture, de l'administratif des indépendants, de la pression que ça représente le fait de vouloir vivre de sa passion, et le tout saupoudré de références à la pop culture et de conseils d'écriture. Entre Avatar et le dernier maître de l'air, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, bref, tu y trouveras forcément ton compte. Mon interview avec Bastien, de son vrai nom, a duré 2 heures. Donc c'est un peu long, 2 heures pour faire un épisode de podcast. J'ai donc décidé de scinder cette interview papotage en 2 parties. Je te laisse avec la première partie. La deuxième partie, tu la retrouveras mercredi prochain. Pour être sûr de ne pas le rater, je t'invite à t'abonner au podcast à partir de la plateforme d'écoute que tu préfères et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître. Je te laisse avec cette première partie du podcast où on a beaucoup rigolé, je t'avoue, et on se retrouve à la fin. Bah du coup, c'était mon premier intervenant. Waouh, Tu baptises. Est-ce que j'ai une bouteille à balancer sur le bateau? Yeah. Ouais, du coup voilà. Bah, moi je te suis depuis un moment déjà sur YouTube, je regarde ce que tu fais et tout en termes de vidéos, d'analyse. Puis le principe des tropes, c'est trop cool. C'est trop cool. Et du coup, en regardant des trucs pour notre appel, j'ai vu que tu avais lancé aussi ton light novel, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que tu le qualifies comme ça? Il est pensé en tant que tel, mais techniquement c'est plus un web novel, parce que ouais. je crois que light novel c'est quand même bien précisé pour être quelque chose de papier. Alors du coup, il doit y avoir une distinction entre les deux qui est purement éditoriale en fait. Mais en termes de style, en termes d'ambiance, c'est du light novel. Ouais, light du novel coup, ouais, c'est ça. J'ai commencé à lire, du coup, ce que t'avais écrit sur Wattpad. Et c'est vachement chouette. Et je me demandais d'ailleurs si t'avais commencé à tout écrire d'avance ou si t'écrivais genre... Parce que tu publies un épisode tous les dimanches, pour ceux qui écoutent. Mais tu publies un épisode tous les dimanches, c'est ça, hein, sur Wattpad. Je publie un épisode tous les dimanches, mais moi j'ai déjà écrit 3 volumes. C'est juste que je les ai écrits en les pensant comme des épisodes de série. Donc les chapitres sont faits pour être sortis une semaine. En fait, c'est comme si les volumes étaient des saisons de séries télé. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien avoir des petits chapitres qui finissent sur un cliffhanger. À la fin de la semaine, tu dis non, qu'est-ce qui se passe après? Et du coup, avec ça en tête, j'ai quand même pris de l'avance parce que je sais ce que c'est que de se lancer dans un projet où tu écris au fur et à mesure et où tu finis par lâcher parce que... La vie. C'est la vie en règle générale. Donc non, là c'est bon, il y a déjà 3 volumes qui sont sur mon ordi. Ils ont déjà été bêta-testés. Voilà. Par contre, les illustrations, je suis en retard. J'ai fait les illustrations du premier volume, mais il faut que je continue sur le deuxième. J'avais d'autres projets qui m'ont pris du temps. Mais les illustrations prennent plus de temps aussi parce que je suis pas dessinateur. Ouais, bah c'est déjà pas mal hein, ce que tu fais quand même. J'essaie, c'est mes tant de temps passé au lycée à dessiner dans mes marges de cahier. Fallait bien que ça serve à quelque chose. Clairement. Moi, malgré les temps passés à griffonner dans mon cahier, ça ressemble pas à ça mes dessins. Ouais, écoute. Non, je disais, les pros, eux, ils perdent moins de temps parce qu'ils savent ce qu'ils savent faire.
Ouais, et Quand- puis ils quand ont la t'es un amateur, tu ne technique sais et pas. tout ça, c'est ça, t'as besoin d'apprendre la technique et ça prend énormément de temps en fait à maîtriser, peu importe de quel art on parle. Bien sûr. J'ai vu, toi aussi t'es super pluriel, quoi. Tu fais de la musique, tu fais du montage, tu fais de la vidéo, tu fais de l'écriture, tu fais du dessin, tu fais de l'animation, tu fais... Qu'est-ce que tu fais pas en fait? C'est ça la question. La danse, je ne sais pas danser. Ah, on a trouvé Le truc que je ne saurais jamais faire, danser. Ou alors très mal danser, je sais très bien très mal danser. Ça marche, tant que tu t'éclates à danser, ça va. Oui. Aïe, aïe. Et est-ce que ça dit de faire un petit résumé de ce que tu écris sur Wattpad, donc de Renégat? Ouais. Ok, alors attends, faut que je me rappelle si. où on en est sur ce qui est déjà en ligne. Enfin, je raconte Non, la fin. juste le concept et le Ah, résumé de l'histoire, quoi. Le pitch. Le pitch. Renégat, du coup, c'est un space western. Du coup, c'est un genre qu'on retrouve dans la série télé Firefly, par exemple, que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement est morte après une saison, et puis il y a eu un film pour combler la fin. Mais voilà. En gros, c'est un style qui est assez proche du space opéra, mais au lieu de jouer avec les tropes de la fantasy et de la quête héroïque, ça va être les tropes du western, ça va être quelque chose d'un petit peu plus proche de la réalité, d'un petit peu plus sur le côté hard sci-fi que sur le côté soft sci-fi. Et du coup, dans mon histoire, on va suivre l'équipage d'une sorte de petite bande de pirates qui essayent d'échapper comme ils le peuvent à l'emprise des grosses corporations, sauf que malheureusement ils tombent sur une créature étrange, une jeune femme tombée du ciel, c'est plutôt elle qui leur tombe dessus d'ailleurs. Un peu lourd, sans mauvais jeu de mots. Exactement. Un peu lourde cette jeune femme, hein. Pourtant elle parle pas beaucoup. Mais ouais, donc du coup cette jeune femme va les forcer à devoir entrer en collision avec le pouvoir en place. Et évidemment, ils vont surtout devoir fuir parce que c'est juste une petite bande de pirates face à un empire gigantesque. Et je pense que l'idée de cette histoire, c'était avant tout de faire de parler de personnages qui ont une camaraderie assez forte. Et je pense que c'est pour ça qu'une de mes inspirations que j'ai citées, c'est One Piece. C'est-à-dire c'est cet équipage ils ont que eux dans cet univers gigantesque. Ils sont face à toutes les adversités possibles, ils ont jamais de chance. Leur vaisseau s'appelle le Misery parce que ça va avec le fait que c'est des poissards. Et malgré tout ça, comme ils se serrent les coudes, comme ils restent entre eux, ça leur donne la capacité de continuer malgré tout. Et voilà, c'est plutôt... C'est une histoire de camaraderie, je pense, avant tout. Yes, ok. Si ça intéresse les gens, je mettrai le lien de Renégat dans la description, dans la barre d'infos, tout ça. Un épisode tous les dimanches, va falloir attendre pour avoir la suite et tout. Bon, là, ça va, il y a au moins 5 épisodes, je crois, qui sont sortis. Je crois que c'est le 4 déjà, là, qui est sorti dimanche dernier, du coup, ça va être le 5 qui arrive. Je suis en avance. J'en perds mon écouteur. Et ouais, on en est à 5, il y en a 10 par volume. Donc voilà, on arrive à la fin du volume au chapitre 10, ensuite on enchaîne sur le volume 2, je pense que directement après. Et on verra comment ça évolue. Et tu continues à écrire là le volume 4 et tout en attendant actuellement là, le volume 4 il est en réflexion, il est dans la phase il est dans la marmite, il est en train de... Voilà, il mature, il est en train de commencer à cuire, et on le servira plus tard. Mais c'est juste que là, j'avais en tête vraiment les 3 premiers volumes qui racontent plus ou moins une histoire continue, et à partir du 4, on repart sur quelque chose d'autre, on change un peu le rythme. Donc il faut que je reprenne du recul. Mais au moment où le volume 3 sera en train de sortir, je pense que j'en serai au 6 ou 7. Hein, donc, ça va, ok. T'as vraiment bien pris de l'avance, quoi. Et puis ça s'écrit très vite, parce que comme je l'ai fait maturer très longtemps dans ma tête, une fois que j'arrive devant la page, je sais ce que je fais. Genre le premier volume, je l'ai écrit en une semaine. Ouais. Et de combien de mots en tout, tu sais ou pas à peu près J'ai pas les chapitres sont pas très longs, du coup ça doit être des chapitres entre 1000 et 1500, moins de 1500 en général. Du coup, on est entre 10 000 et 15 000 mots pour un volume, donc c'est pas très épais, mais l'exercice de concision fait que c'est assez agréable aussi à écrire parce qu'on doit aller directement dans le vif du sujet et j'aime bien, ça colle assez bien à mon style d'écriture aussi. Ouais. J'ai bien aimé, je trouve qu'on retrouvait bien ton humour dans ton écriture, dans les petites piques de style et tout, les petites tournures de phrases, j'ai trouvé ça vachement chouette. On sent bien ta patte. La pâte.
Bon, j'essaye de quand même pas faire un truc lourd. Enfin, je sais que les gens qui me suivent me suivent aussi parce que j'ai un certain humour, j'essaie de faire rire, j'essaie de garder les choses de façon légère. Et même si l'histoire en elle-même, c'est pas une histoire comique, je pense que c'est intéressant qu'il y ait de l'humour quand même dedans, qu'il y ait un petit peu de piquant. Mais du coup, les gens qui suivent ta chaîne suivent quand même ton. T'as réussi à attirer ton public YouTube qui est consommateur plutôt de vidéos vers ton format écrit? Bon, évidemment pas tous, mais il y a un bon nombre de gens qui sont allés lire Renégat et qui suivent régulièrement, du coup ça fait plaisir. Et ouais, non, il y a déjà un bon lectorat, je pense, ouais, un dixième de mes abonnés YouTube, tu vois, un truc comme ça. En se rendant compte que sur mes vidéos, il n'y a pas tous mes abonnés YouTube qui regardent non plus. C'est le YouTube actuel. On est plus sur un quart. Alors au final, ça c'est plutôt bien transité. Je pense que la moitié des gens qui regardent vraiment mes vidéos ont dû aller lire Renégat, et ça fait super plaisir. C'est cool que les gens me donnent une chance dans une autre catégorie. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que du coup, ça reste dans le même style. C'est-à-dire, c'est pas comme si là, tu passais tout un coup une littérature blanche. Parce que t'es quand même vachement dans ce truc culture pop, culture geek, oui. Tu vois. Et donc, c'est vrai que je pense que les gens qui te suivent, quand même, sont aussi, tu vois, dans cette catégorie-là. Et ils sont friands de ce genre de littérature. C'est pas comme si t'avais fait un essai de... je sais pas, hein, peut-être, hein, tu vois, mais, ou de la littérature blanche. Je pense qu'ils auraient eu... Ils auraient eu plus de mal, mais en même temps, c'est pas forcément les trucs qui m'auraient intéressé à faire, littérature blanche. En tout cas, pas pour le moment. Ouais. T'es plus, du coup, toi, tes trucs de prédilection, même au niveau d'écriture, c'est plus tout ce qui est j'arrive jamais à faire ça. SFFF. Je sais plus combien de SFFF. La SFE, comme on dit. La SFE, pour les intimes. Ou la SFFF, mais. Non, ouais, bah, j'aime beaucoup. Ouais, après, c'est même. Plus largement la littérature de genre, hein, j'ai aussi beaucoup aimé la littérature d'horreur. Je pense que l'horreur, c'est un peu mon genre de prédilection que j'ai pas encore eu l'occasion de trop exprimer sur YouTube, mais que je compte bien un jour m'y mettre, montrer aux gens où est-ce que je suis à l'aise. Et non, j'aime bien quand il y a... Bah, je pense que ça se voit dans la façon dont je parle de la fiction, c'est que j'aime les codes, j'aime bien les formules, j'aime bien ce qu'on peut faire au sein d'une sorte de contrainte. Et voilà, la littérature de genre, c'est que ça, c'est des codes, c'est des formules, c'est une sorte de langage à chaque fois qu'il faut apprendre et utiliser pour pouvoir raconter quelque chose de nouveau. Et bah, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus pour raconter une histoire. Et ouais, après tout, t'as trop peur. Voilà. C'est ça. Et du coup, ouais. Comment tu gères ça, tu vois, quand tu écris aussi ce rapport au trope? Je sais pas si c'est très précis comme question, mais ta vision du trope quand tu l'analyses et quand tu le réutilises et quand tu le réintègres, tu vois, comment ça se... Est-ce que t'es hyper conscient de ça, tu vois, quand tu vas écrire? T'es là en mode voici le trope arrivé, tu vois, voici venir le trope. Non, moi je pense que j'ai une dissociation entre l'auteur et le spectateur. Quand je suis en train d'écrire, je pense pas en termes de trope du tout. J'écris vraiment l'histoire que j'ai envie de raconter. Je pense plus aux personnages qui vont être vraiment pour moi le cœur du récit. Et par contre après quand je relis et quand je suis à la réécriture, je me dis tiens là j'ai fait ça, ouh ça c'est pas bien, ça c'est évident, ou alors ça c'est évident mais en même temps si jamais j'habitue les gens à faire des trucs évidents, après je vais les prendre de travers, mais je me rends compte seulement après. C'est relecture, réécriture où j'essaye de mettre un petit peu mon côté analyste, mais sinon à la base quand j'écris, surtout sur mon premier jet, je me laisse aller quoi, je raconte une histoire avant tout. Ah yes. Ouais, c'est vrai que t'as toujours le côté très théorique et très... Enfin, tout ce qui est conseil, etc., tu peux les conscientiser, mais c'est vrai qu'une fois que t'as les mains dans la pâte et dans le cambouis, c'est autre chose, tu vois, là t'es tout barbouillé et tout. La théorie et la pratique, ça a rien à voir, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est clair. Il y a certains retours qui sont sur, par exemple sur Renégat, très, très peu, hein, ça doit être 2-3, mais... des gens qui attaquent vraiment l'histoire parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit le truc qui allait révolutionner le monde de l'écriture, parce que je parle tout le temps d'écriture, ils se disaient ouais, mais ce mec qui parle tout le temps d'écriture, il a écrit un truc qui n'est pas incroyable. J'ai écrit une histoire.
Ça va pas te changer ta vie, mon petit gars. Mais je pense qu'il y a des attentes derrière. Les gens se rendent pas forcément compte que c'est pas parce que tu es critique envers la fiction en général que toi tu peux appliquer ces critiques à toi-même. C'est pour ça que les critiques de cinéma en général ne sont pas des excellents réalisateurs. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux catégories séparées. Mais c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire, je trouve. Tu vois, moi, j'ai une chaîne où... Donc déjà, en plus j'ai un background universitaire, tu vois. Genre, j'étais en création littéraire, puis je me lance sur YouTube pour faire des conseils d'écriture, où des fois je parle de style et tout, des trucs un peu pointus, tu vois. Et j'ai sorti mon livre en auto-édition l'année dernière. Mais j'étais terrifiée, j'avais super peur. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai lancé une chaîne YouTube d'écriture en fait? Genre, je m'attendais à ce que les gens, tu vois, ils m'attendent au tournant comme ça, en mode dans la vidéo, tel truc, tel machin, tu dis de pas utiliser ça, et qu'est-ce que tu fais là, page 36? Tu vois. je vois très bien. Mais même si ça arrive, c'est minoritaire toujours. Hein. La majorité des gens, ils lisent une histoire en la lisant. Enfin, ils sont pas en mode j'ai repéré ce trope à cet endroit-là. Non, ça c'est impossible. Ça ce n'est pas possible parce que tu as dit que tu pouvais pas. Il y a des gens comme ça. Il y en a. C'est vrai. Mais c'est minorité très bruyante, mais minorité. C'est vrai. Bah, du coup, toi, ça te passe au-dessus de la tête ou ça te... Ça m'énerve 30 secondes. En 30 secondes, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Est-ce que je lui réponds? Est-ce que je m'énerve? Et ensuite, je laisse couler parce que c'est pas important. C'est triste pour lui plus qu'autre chose, que lui, il a pas apprécié le truc parce qu'il était trop dans la réflexion. Et je pense que c'est triste pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont vraiment conditionnés à analyser, à critiquer, et d'un côté c'est bien d'analyser et de critiquer, mais de l'autre il faut le faire en seconde lecture. Il faut d'abord, avant tout, profiter, apprécier ou ne pas apprécier une œuvre, avant ensuite d'y apporter son regard critique. Je pense que toutes les critiques en règle générale, que ce soit littéraire ou au cinéma, ils regardent ou ils lisent plusieurs fois une œuvre avant d'en parler. La première fois ils la découvrent, c'est comme elle est censée être découverte. C'est ça, et puis c'est histoire de dire, de donner une chance en fait au produit, que ce soit littéraire ou audiovisuel, enfin peu importe quoi, mais pas d'attendre, tu vois, le truc à la sortie avec le couteau déjà prêt à disséquer, tu vois, genre déjà le ça, filtre avant d'avoir commencé quoi. Très souvent il y a un petit peu cette sensation genre, je t'ai eu, j'ai trouvé l'erreur ou le truc. Par exemple, dans Renégat, j'ai beau avoir relu et corrigé, il y a des erreurs qui se faufilent à droite à gauche. Et il y a plusieurs types de personnes qui remarquent. Il y a la personne qui va dire « Ah, tu feras gaffe, t'as fait une erreur. » Et du coup, je fais « Merci, je corrige. » Puis t'as ceux qui font « Ben dis donc, ce serait pas une erreur que t'as fait là? C'est quand même ironique venant de ta part d'avoir fait cette faute-là. » Le troppeur serait-il humain? Ferait-il des erreurs? C'est exactement ça. C'est les gens qui t'attendent au tournant pour des futilités. C'est pas très grave, mais c'est vrai que ça peut refroidir. Hein. Je pense que tu dois connaître ça. Quand tu postes ton œuvre, que tu la publies, que les gens peuvent tomber dessus, t'appréhendes forcément que... Parce que, surtout, normalement, en tant qu'auteur, tu vas avoir un recul sur ton œuvre qui va être très souvent mauvais. Parce que quand tu es un auteur, tu te détestes, c'est la règle, c'est la loi, c'est obligé. Merde, mais même sans se détester, c'est le petit côté... tu vois que les mauvais côtés de ce que tu as fait, tu oublies les bons, tu ne découvres plus ton histoire, donc tu as plus la partie la plus agréable de toute histoire, la découverte. Et du coup, tu te vois, tu fais « Ah, mais là, j'ai fait ça, mais c'est nul, mais je suis nul !» Et tu te dis « Ils vont voir que ça, ils vont penser qu'à ça !» Et la majorité du temps, non. Pas du tout. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, tu auras ce gars qui va débarquer et qui, lui, il aura remarqué. Et lui, il t'énerve parce qu'il a compris ce que toi, t'aimais pas. T'as toujours une sorte d'inspecteur dans le public. C'est le gars qui débarque juste pour trouver l'erreur. C'est comme les émissions à la télé, là, de... comment ça s'appelle ça? Les gens qui vont dormir chez les gens. Ah oui. Et qui vont évaluer, là, genre Airbnb, tu vois. J'irai dormir chez vous, c'était pas ça? Ouais, je suis pas sûre que ça soit... Peut-être. Je regarde pas vraiment, mais j'ai vu des extraits par-ci par-là. Et le peu de fois où j'ai vu des extraits, c'était genre, voilà, ils vont dans la chambre, tu vois, ils inspectent genre la salle de bain et puis ils passent le doigt sur le rebord du truc en mode la poussière n'a pas été faite. Le seul truc, c'est en hauteur, il faut monter sur le lit pour toucher le truc. 8 sur 20.
Alors que le reste est impeccable, hein, mais... C'est ça. Ouais, bon, après, voilà. Il faut aussi se dire, je pense que sincèrement, la majorité des gens, eux, ils sont pas du tout dans cette optique-là, qu'ils vont aller découvrir ce que tu proposes, juste... Enfin, en fait, c'est aussi génial, et c'est pour ça que j'adore avoir des bêta-lecteurs, et ce qui est aussi cool avec le fait de poster en ligne et d'avoir directement des commentaires, surtout sur Wattpad, qui permet d'avoir les commentaires sur le paragraphe, donc tu peux savoir exactement à quoi les gens réagissent, c'est que les gens, ils pensent à des trucs auxquels toi, t'as pas du tout pensé, et que souvent, c'est super intéressant. Parce que, évidemment, quand tu mets quelque chose sur la page, les gens aiment à croire que tu as tout en tête, que tu sais exactement ce que tu fais, mais bah, des fois, tu mets quelque chose sur la page, tu te rends pas forcément compte qu'il y a une symbolique derrière, ou bien que t'as fait une sorte de... Comment ? Un rappel à quelque chose précédent, ou bien tu renvoies une certaine imagerie, tu sais pas, parce que tu l'as fait inconsciemment, ou bien parce que tu l'as pas fait, c'est juste que c'est là parce que les mots te prédatent, donc ils ont déjà leur propre sens, t'y peux rien. Et quand les gens découvrent ça, tu dis, oh la vache, c'est vrai, mais je suis un génie. Non, pas là, du tout. t'as ton ego qui monte. Être auteur, c'est vraiment les montagnes russes, tu sais, genre, ah, trop bien. Oh, mais je suis qu'une merde. Ah, mais je suis trop un génie. Ah, mais je suis qu'une grosse merde. Oui, non, mais l'ascenseur émotionnel en permanence. Mais après, en même temps, je pense que c'est aussi utile en tant qu'auteur de pouvoir passer d'un extrême à l'autre, parce que genre, au moment où tu écris, tu vas ressentir des émotions aussi. Tu vas écrire une scène triste, toi, tu reviens d'être allé te faire un café, t'es en peignoir avec ton café à la main, t'es pas du tout en mode dramatique, puis il faut que tu te mettes sur la page, et là, sur la page, t'as ton personnage qui est en train de mourir, et tu fais... Voilà, il faut être capable de passer de l'un à l'autre rapidement, parce que ça fait partie du boulot. C'est vrai, c'est vrai. Il faut être instable. Mais je pense que c'est important, tu vois, de dire ça aussi, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui soit osent pas forcément se lancer, ou qui soit osent pas forcément montrer aussi, tu vois, ce qu'ils écrivent par exemple dans leur coin pendant des années, et qui osent pas du tout montrer ce qu'ils font, tu vois, alors que justement parce qu'ils ont peur de cette personne qui va ausculter la poussière au-dessus de l'étagère au-dessus du lit, mais comme tu dis, ça fait partie d'une minorité, et en plus, ça apporte tellement, en fait. C'est genre hyper gratifiant, et justement, ça pointe du doigt plein de trucs, que ça soit en positif ou en négatif. Enfin, la critique, elle est nécessaire, et elle fait avancer. Et je pense que c'est vraiment important de le dire, parce que combien de personnes... Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai peur, tu vois, de montrer ce que je fais et tout le monde va trouver ça nul. » Bah, il faut se lancer, et puis au bout d'un moment ça t'appartient plus, tu vois, c'est ce que tu disais, la personne va voir un truc que toi t'as pas voulu mettre, bah, c'est parce que l'œuvre elle t'appartient plus en fait, et nous on s'approprie aussi en tant que lecteur ou en tant que spectateur de film ou peu importe, mais on s'approprie aussi ça, donc c'est normal que les gens s'approprient notre travail, et heureusement d'ailleurs, c'est plutôt bon signe que les gens fassent ça, tu vois. Si restait totalement hermétique, bah, on aurait perdu en fait. Ouais, non, mais clairement, mais il y a le concept de la mort de l'auteur. Hein, c'est quand tu balances quelque chose, après toi tu arrêtes d'exister. L'interprétation des gens est plus importante que la tienne. Et je pense que c'est assez vrai. Et que c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose, parce que ce que tu as écrit, les personnages que tu as créés, ils vont avoir leur propre vie en fait, une fois que tu les as un peu lâchés. C'est comme faire des enfants, les laisser partir à l'école. Sauf qu'après, t'as moins besoin de t'en occuper quand même, parce qu'un enfant, c'est pour toute la vie. Un peu moins. Après, ça dépend, hein, parce que si jamais on te réclame des suites, ça dépend le type d'histoire que tu racontes aussi. Mais ouais, ce truc d'avoir peur des retours des gens, c'est normal. C'est même très sain, parce que, en général, ça veut dire que ce que tu as écrit, tu as mis de toi sur la page, tu t'es investi émotionnellement dans ton histoire, et c'est intime, c'est très intime d'écrire, donc forcément c'est un peu comme se mettre à nu devant plein de gens, et faut oser, faut se jeter, hein. Mais une fois que c'est fait, tu te rends compte que non, c'était pas un si grand pas, et que tu gagnes beaucoup plus que ce que tu perds, juste parce que vraiment il y a tellement à apporter, juste en se rendant compte que cette histoire qui n'existait que là à un moment, et ensuite qui n'existait que sur le papier, elle s'est mise à vivre dans la tête de plein de gens, et je trouve ça phénoménal, c'est de la magie. C'est magique, c'est clairement magique. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Ouais, je me posais une question aussi par rapport à
Comment tu gères en fait tout ce qui est ton emploi du temps vis-à-vis de l'écriture et de YouTube, parce que c'est hyper chronophage en fait de faire des vidéos. Enfin, en plus toi tu fais énormément de montage, enfin, j'imagine le temps que ça doit te prendre pour faire une vidéo et écrire à côté. Comment tu gères? Je souffre. Comment tu gères ça? Ouais. Non, Je ne dors pas. déjà j'ai la chance maintenant d'être à plein temps sur YouTube, donc ça libère quand même vachement. Non, comment je gère ça? J'essaye de prendre de l'avance en général sur plusieurs projets à la fois. Du coup, tu vois, je fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'essaye de trouver des astuces pour avoir genre une vidéo qui va me prendre une journée ou deux. Et comme ça, sur ma semaine, eh ben, je peux faire 10% de la prochaine vidéo, écrire un petit peu. Mais je jongle, je jongle sans cesse. Je dois avouer que là, ça devient très très lourd de devoir faire tout moi-même sur YouTube. Normalement, dans mes plans, j'aurais dû commencer à travailler avec plus de gens et à déléguer un peu. Encore une fois, le monde n'a pas été d'accord. La vie. La vie a refusé. Du coup, là, j'avoue, ces derniers temps, je suis un peu à bout, par exemple. Là, je suis sur ça fait depuis... oula. Je sais plus, ça doit faire depuis septembre que je sors une vidéo toutes les semaines, voire plus, et que c'est énormément de boulot, et à chaque fois, voilà, c'est le boulot que je fais tout seul, du début à la fin, et c'est très pesant. Parce que c'est aussi c'est très agréable individuellement. Chaque chose que je fais, j'aime le faire individuellement, mais à chaque fois devoir répéter le procédé sur toutes les étapes, ça me tue à petit feu. Je commence à avoir du mal à me dire, quand je dois commencer à écrire, je me dis allez, c'est cool, je suis sur l'écriture, et après je me rappelle, ensuite je dois faire le tournage, ensuite je dois faire le montage, je dois faire les effets spéciaux, la musique. Et petit à petit, c'est difficile, ça tue la motivation aussi de devoir faire autant de trucs. Je pense que là, je vais essayer de trouver des petits formats qui sont pas écrits, où j'ai juste à allumer ma caméra et à me mettre devant et à discuter d'un sujet. Ça va me faire du bien, je pense. Essayer de trouver des moyens de soulager la charge en attendant de pouvoir bosser avec plus de gens. Et voilà. Actuellement, on est sur une période compliquée. Sur les rotules. Sur les rotules. Non, mais en plus, ces derniers temps, j'avais eu cette idée très stupide de travailler sur une animation que j'ai terminée la semaine dernière. Terminer l'animation après 3 mois, c'est ouf. Donc du coup, là, je me suis libéré énormément de temps sur mon emploi du temps. Évidemment, j'ai rajouté 3 autres projets, donc... Je connais. Quand tu dis « Ah, bah, j'ai du temps libre la semaine prochaine. Ah, mais il y a un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et celui-là aussi. » Du coup, tu te retrouves avec un emploi du temps toujours blindé. Mais moi, je pourrais bosser... Enfin, je peux bosser des semaines gigantesques, du lever au coucher. C'est pas un truc qui me dérange, mais au bout d'un moment, j'ai besoin de faire une pause et de me changer les idées. Et c'est très difficile maintenant de faire ça. Avant, quand je voulais faire une pause, j'allais voir des gens. Maintenant, là, je joue à des jeux vidéo. Le problème, c'est que les jeux vidéo, c'est très chronophage aussi. Alors que tu vois, tu peux sortir, c'est une soirée, ça va. Mais alors, si jamais je commence à lancer une partie de jeu vidéo, après, j'ai envie d'y rejouer. Ça devient addictif. Ouais, c'est vrai. Et puis, du coup, tu passes vachement de temps devant les écrans aussi, c'est pareil. Ah ouais, je passe ma vie devant les écrans. J'essaye de m'imposer des balades, parce que sinon, c'est la mort. Mais c'est vrai que là, ma vie, elle est ici. Là où je suis actuellement, c'est ma vie, sur mon fauteuil, devant mes écrans. Ce que je voulais faire à la base, c'était partir faire des reportages, tu vois, dans le monde réel avec une équipe. Et ça... Mais... un jour, peut-être que je pourrai à nouveau. Et là, ça me changera un petit peu. Ça me donnera une excuse de sortir, de voir du monde. Ouais, et puis c'est ça, c'est que tu t'en apprécieras encore mieux, en fait. T'apprécieras encore mieux ce moment... Du coup, après, quand je reviendrai devant mon écran, eh ben, ce sera plus facile d'écrire. Parce que je serai requinqué. Mais concrètement, alors, ta journée type Tropper, tu te réveilles à quelle heure? Genre, le gars... Alors, je me permets un réveil tard, moi. J'aime bien me lever tard. Je mets mon réveil à 9h. Ça va. Mais ensuite, en général, je me dis, démarrage de la journée, j'y vais tranquillement, je déjeune, je me lave, voilà. Et en gros, ce qui fait que la matinée, je bosse genre de 10h à midi. En général, le matin, je fais pas des grosses activités de travail parce que je sais qu'il va y avoir la pause de midi. Faut pas que je me lance dans un truc trop intense, sinon je vais me couper dans
dans mon travail et ça, je vais avoir du mal à reprendre. Donc en général le matin c'est voilà, je fais des petites finalisations sur le montage, je fais des effets spéciaux, de la musique, les trucs un peu qui demandent moins de concentration. Les petits trucs. Les petits trucs, mais les petits trucs. Bah, les effets spéciaux en vrai ça va parce que tu te concentres sur une petite tâche, tu l'as fait, voilà, c'est plus facile que quand tu as tout un montage, une timeline de 25 minutes, ça demande pas la même concentration, ça demande pas la même, le même espace mental. Et l'après-midi en général ça va être plus, voilà, l'après-midi si jamais je dois écrire une vidéo, ça me prend 2-3 heures dans l'après-midi. En général j'essaie de couper mes écritures de vidéos en 2 fois. Ce que je fais c'est que je fais pas des seconds jets pour les vidéos, c'est que je fais en un jet mais je le fais en 2 fois pour que la première partie au moins elle ait une relecture, une réécriture. Parce qu'en général quand je tourne c'est le lendemain de l'écriture de la vidéo, j'ai pas le temps de la relire, donc la correction se fait pendant que je tourne, plus ou moins. Pareil, tournage c'est en général un bon après-midi et après je monte dans la foulée. Je commence par le dérush. Donc je vois, si c'est une journée de tournage par exemple, ça va être 14h, 16h je tourne, ou 14h, 17h selon le volume, selon si j'arrive bien à retenir mon texte ou pas. Très souvent je n'y arrive pas, parce que je ne l'apprends pas, voilà. Et ensuite... Toi, tu le fais dans une durée tellement courte aussi, oui. C'est normal que... C'est ça, j'aurais pas le temps. J'aimerais bien aussi avoir plus de temps pour pouvoir vraiment bosser mon texte et que chaque réplique je la maîtrise et je sais vraiment quel ton je veux donner, alors que là c'est un petit peu au pif. Et ensuite voilà, après 17h à 22h je fais du dérush, je mets toute l'image sur ma timeline, puis le lendemain je fais le montage vraiment avec les animations et tout ça. Si jamais je me rends compte tiens j'ai pas une musique qui colle bien au thème, bah je fais une musique qui colle bien au thème. C'est très important la musique en vidéo, c'est trop bien. C'est le truc le plus dur, c'est d'avoir une musique qui colle à l'image. La plupart du temps des fois, tu sais, je me dis, je vais faire une musique, puis elle va me servir 50 fois, parce qu'elle va coller très bien, pile, sur toutes les émotions là. Puis en fait, je me rends compte, non, en fait, elle collait que la première fois que j'ai utilisé, et maintenant, en fait, ça va plus, donc faut que j'en refasse une. Après, j'aime bien faire de la musique, c'est l'avantage, c'est que c'est un truc, voilà. J'aime moins faire du mix audio, ça je déteste. Okay. Je déteste pas à cause du processus en soi, c'est juste que je suis nul, et j'aime pas être nul à quelque chose. Donc, voilà. Mais ouais, en gros, voilà, une journée Tropper, ça commence, c'est du 10h midi, 14h minuit, et puis après en général je fais des pauses, hein, je fais un goûter à 16h, je fais une baie de travail. J'aime bien cuisiner pour me détendre, donc quand arrivé 18h en général je me dis allez, je fais 1 heure de cuisine, je fais la bouffe pour 19h là je vis chez mes parents actuellement, du coup je vais à manger pour eux. Donc comme ça, voilà, j'ai le temps de faire un bon petit plat pour la famille, et ensuite ça me change aussi les idées. Ouais, j'avoue que moi aussi c'est pareil, la cuisine c'est un truc, quand je prends le temps de le faire à chaque fois je me dis mais je devrais faire ça plus souvent en fait, parce que c'est vrai que ça te coupe et ça te permet de te concentrer vraiment sur autre chose et d'être dans un autre mood, dans une autre ambiance quoi. Et puis je pense qu'il y a un truc assez instinctif dans la cuisine, c'est que tu as des objets tranchants et des objets brûlants, et donc du coup ta concentration est forcément entièrement sur ce que tu fais. Tu peux pas penser à autre chose pendant que tu cuisines, ou alors vite fait, tu vois, mais donc du coup pendant que t'es en train de couper tes carottes, tu perds un doigt si jamais tu te déconcentres et que tu dis ah mince, il faut que je retourne sur mon travail. Non, tu cuisines, c'est tout, moi ça me détend énormément. Vraiment pour me détendre, il n'y a rien de mieux. Méditatif presque dans la cuisine qui te reconnecte à l'instant présent quoi. Ouais, et en plus j'aime bien manger donc... Je comprends. T'as parlé de goûter tout à l'heure, ça fait écho. Parce que moi, je peux pas faire une journée sans goûter, c'est pas possible. Moi, c'est essentiel. Pendant très longtemps, j'ai pas été très goûté, mais je m'y suis mis. On s'y fait vite. Hein. C'est ça. Et puis ton corps, il sait quand c'est 4 heures. C'est que c'est l'heure du goûter. Oui, en général, mon corps me dit qu'il est 4 heures vers 3 heures, et du coup, je dis non, tu attends. C'est vrai. Mais il y a un truc aussi, tu vois, que les gens sous-estiment s'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de métier, mais c'est vrai que on n'a pas l'impression qu'être assis toute la journée devant un ordinateur, ça consomme énormément d'énergie, mais en fait, ça bouffe tellement d'énergie, et du coup, bah, t'as faim, enfin, déjà de base, je suis quelqu'un qui a faim tout le temps, mais de travailler comme ça, de faire travailler son cerveau, c'est hyper... ça consomme énormément d'énergie, quoi. Et même en termes de fatigue, quand t'as fait une journée de travail comme ça, bah, t'es KO, en fait, t'es fatigué, Ah oui, ça crève. Mais de toute façon, le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus de calories du corps humain. Et
l'un des trucs les plus caloriques, je pense que c'est la vision, parce que tu analyses énormément d'informations, et quand tu es devant des écrans, tes yeux ils sont tout le temps sollicités, donc voilà, peu importe ce que tu fais devant ton écran, tu vas finir par avoir faim. Même si tu bosses pas d'ailleurs. Autant que ça soit rentable. On va pas se mentir, il m'arrive d'avoir des journées où j'arrive vraiment pas à me motiver, je finis par regarder des vidéos YouTube toute l'après-midi, et puis ensuite je me dis merde, j'ai raté ma journée, et après je travaille le dimanche, et ça c'est pas bien. J'essaie de m'interdire de travailler le dimanche, mais j'ai beaucoup de mal. En général, le dimanche, c'est le jour où je rattrape mes errances de la semaine. Ouais, c'est vrai que c'est aussi le désavantage de bosser de chez soi. Ouais. Parce que c'est super difficile, je trouve, de dissocier le moment où tu travailles, ce qui est du travail et ce qui est du non-travail. Parce que tout est mélangé dans un espèce de micmac. Ouais. Parce que t'as des idées quand tu t'es pas devant ton écran, et puis du coup, quand t'es devant ton écran, bah, t'as plein de moments où tu regardes le plafond. Oui, non mais oui, mais clairement, hein, clairement. Mais c'est une hygiène de vie qui est super compliquée. Parce que, en plus, moi, pire de tout, c'est que je travaille dans ma chambre. Alors, tu sais, je pense que ça aide beaucoup d'avoir des espaces séparés de là où tu travailles et là où tu dors quand tu bosses chez toi. Là, pour le moment, voilà, ma chambre. Bah, c'est pas toujours possible, bureau. quoi, c'est ça. Voilà. Ça fait très longtemps que ma chambre c'est mon bureau. Quand j'étais en appart, avant, quand j'étais à Paris, ma chambre c'était mon bureau, c'était aussi ma salle de bain et mes toilettes. Voilà, Paris. Mais le fait d'avoir une séparation, ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça, mais je me rappelle qu'à une époque j'avais une séparation quand je travaillais, j'étais sur mon ordi, j'étais dans le salon, et puis ensuite j'avais ma chambre. Et dès que je passais dans ma chambre, mon cerveau il se calmait. Alors que là, je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit, je me dis, mon ordi est juste là, je pourrais juste aller refaire quelques trucs. Ah, c'est pas bien. C'est super dur. Et puis même, moi je sais que par exemple quand je vais me coucher, tu vois, le soir, après avoir passé une bonne journée de travail, peu importe sur quoi je suis, tu vois, surtout si c'est une journée qui m'a vachement stimulée intellectuellement, ou alors où j'ai appris plein de nouveaux trucs et tout, et je me dis, bon là c'est l'heure d'aller au lit. Je me mets au lit, mais celui-là, là-haut, il continue, tu vois. Il tourne, et j'ai toujours pas trouvé le bouton off pour le... je l'ai pas non plus, hein, je vais pas... clairement... Non, puis en plus, oui, souvent j'ai tendance à travailler jusqu'à ce que j'en puisse plus, ce qui est pas bien non plus. Au lieu de me mettre des horaires, parce que si je dis que mes journées se terminent à minuit, c'est pas parce que j'ai décidé que ce serait minuit, c'est parce qu'après, en général, normalement ma journée se termine quand je vais aller manger. Je dis après, voilà, après, le soir c'est plus pour réfléchir, revenir sur, peut-être répondre à mes mails et ce genre de trucs, sauf que non, le soir j'arrive et je me dis non, attends, je peux encore faire ça, et il est 2h du mat, et puis voilà. Ouais, c'est ça. C'est dur. Mais après, je sais pas si ça te fait aussi ça. Moi, je sais que il y a un truc qui fait que ça me pousse à travailler plus. Déjà, il y a un moment aussi. Là, j'ai mon appart depuis quelques temps, mais ça fait pas super longtemps. Et c'était pareil, j'étais chez ma maman. Et j'avais cette espèce d'objectif, tu vois, de partir. Et du coup, j'ai des espèces d'objectifs de vie ou d'ambition, tu vois. Et t'as ce truc-là qui est au-dessus de ma tête tout le temps et qui me dit, allez, si tu veux y arriver, il faut que tu travailles encore plus. Oui, non, mais oui, oui. Mais moi pareil, hein, je pense que je suis encore en plein dedans là, parce que je suis chez mes parents et que je ne rêve pas d'y rester. Le truc c'est que j'appelle ça la mentalité shonen. C'est en train de te dire si jamais je donne tout ce que j'ai, si jamais j'utilise toute ma force et que mes amis sont avec moi, je vais y arriver. Et tu fais ça et évidemment en règle générale tu n'es qu'un humain et la quantité de travail que tu peux abattre dans une journée ne va pas changer ta situation mais malgré tout tu t'en convaincs. Ouais, c'est vrai, hein. Mais après voilà, il y a aussi le fait que maintenant par exemple YouTube c'est devenu mon métier et du coup il y a ce sentiment de culpabilité si jamais j'ai pas suffisamment fait avancer mon truc. Par exemple, je suis encore très loin de gagner ma vie avec, et je me dis voilà, là, si jamais je bosse pas plus dur, je suis pas prêt d'avoir un salaire raisonnable. Et du coup, c'est super dur, hein. Une sorte de torture mentale. T'es à la fois l'esclave et l'esclavagiste. Voilà, comme tu disais avec le fouet, voilà. Tu le tiens et tu le reçois, quoi. Exactement. Mais je trouve que c'est à la fois, dans ce que tu as dit, il y a deux trucs. C'est le métier et passion, tu vois, quand les deux sont mélangés, c'est un peu... c'est à la fois... Genre, je pense que c'est un espèce de rêve, fantasme éveillé, tu vois. Mais quand tu le vis,
quand tu le vis, ça te met une telle pression. Mais justement, par rapport à cette stabilité financière, moi aussi, c'est un truc que j'expérimente et que je vise, en fait, tu vois. Mais ça demande tellement de temps. Enfin, voilà, il faut être patient, quoi. Il faut être patient, il faut mettre des trucs en place, il faut apprendre de nouvelles compétences. Enfin, c'est un long processus, quoi. Et cette quête de stabilité, quand t'es dans ce que tu aimes, mais qu'en même temps, c'est ton métier... Ah, il y a trop de facteurs et puis du coup tu sais plus comment faire et comment gérer tout ça. Genre je veux faire une pause. Oui, mais en même temps si je fais une pause. Oui, ça fait. La pause, elle est passée à culpabiliser. Du coup, tu te reposes pas du tout. Mais dans ce que tu disais au sujet du fait que tu as besoin de développer de nouvelles connaissances, alors c'est très vrai pour moi sur YouTube parce que c'est pas juste faire des vidéos, c'est énormément de. C'est de la communication, c'est un truc dans lequel je suis très nul et que j'aime pas trop. Et derrière, justement, pour les auteurs, ça c'est un truc qu'il faut réaliser aussi, c'est que écrire des livres, c'est peut-être 20% du boulot. Et le reste, c'est promouvoir tes livres. Et c'est très déprimant parce qu'en fait, tu fais un boulot par passion, mais que la partie passion, elle va représenter qu'une partie minime du boulot. Donc, ouais, après, je pense que quand t'atteins un certain stade et que tu peux déléguer les trucs qui sont chiants, c'est cool. Bien sûr. Mais jusque-là, tu vois, il faut que tu te tapes tous les trucs chiants. C'est ça. Et les 20% cool. C'est ça. Mais je me faisais la réflexion aussi par rapport. Alors, c'est l'administratif. Oui, n'est-ce pas? Oh là là. Tu vois, je me suis dit, parce que à côté, moi j'ai été embauchée en tant que comédienne conteuse il y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 6 mois, quelque chose comme ça, et du coup là je suis en train de cumuler pour avoir mon statut d'intermittent du spectacle. Donc déjà en soi c'est un statut à part. Plus mon statut de micro-entreprise pour tout ce que je fais en ligne, pour mon bouquin et pour... je fais des services et tout aussi aux auteurs et tout, et des ateliers d'écriture, et les deux, c'est des géants administratifs. Et je comprends rien, genre c'est du chinois. Je compatis tellement. Moi j'ai affaire qu'à un des deux, c'est micro-entreprise, c'est l'URSSAF. Hein. Et c'est terrible parce que tu y vas avec toute la bonne volonté du monde. Tu te dis, moi je vais tout faire bien, je vais faire tous les efforts, et ensuite derrière, ils te répondent pas pendant 3 mois, et tu ne sais plus où tu en es. Et... ça casse, hein, ça casse vraiment. Ouais. Là, et c'est une partie du travail dont on parle très peu, tu vois, et un truc qui, enfin, genre, ça fait partie de la réalité du truc. Tu veux vivre de ta passion contre l'administratif derrière, parce que franchement, tu vas te faire chier. Ah, puis alors, essaye d'expliquer à l'administratif que tu veux être youtubeur. Alors là, ils savent pas quelle case remplir. Moi, je te dis, pour avoir mon statut, j'ai galéré comme pas possible. Là, je suis encore dedans. Je suis encore en train de courir après les différentes parce qu'il y a différentes organisations, évidemment. Il faut contacter plusieurs. Sinon, c'est trop simple. Voyons. Parce que évidemment, Google qui donne de l'argent, ils sont en Irlande, donc il faut gérer aussi avec l'Europe et la douane. Oh là là. Tu me dis ça. Ah non, mais tu me décourages déjà parce que moi ma chaîne va commencer à être monétisée là. Et genre t'as déjà ta micro-entreprise. T'as déjà ton numéro Siret? Oui. Et contacte ton centre des entreprises, demande-leur ta TVA intracommunautaire, tu en auras besoin. TVA intracommunautaire. Ouais, tu vas en avoir besoin pour déclarer tous les revenus AdSense. Ok. Voilà, tu demandes ça à ta direction des entreprises locales, je suppose de la Réunion. Et oui, parce que voilà, j'ai une difficulté supplémentaire, c'est que la Réunion, c'est encore spécifique. Donc des fois, je regarde des infos sur Internet qui ne sont pas valables pour ici. Alors après, en principe, tant que tu es à la Réunion, tu es dans l'Union Européenne, donc tu dois avoir la TVA intracommunautaire pour Google Irlande. Et aussi, un autre truc important, c'est d'avoir un compte sur le site ProDouane. Parce que tu vas devoir déclarer tous tes revenus à la douane. Même si sur internet c'est considéré comme passer par la frontière. C'est trop marrant ça. Je savais pas. Voilà, la frontière est virtuelle, mais elle existe apparemment. Enfin, toutes les frontières sont virtuelles techniquement, hein, mais voilà, faut savoir ça. Et après, en principe, ça va, hein, mais c'est juste il faut le faire et il faut avoir les bonnes informations, parce qu'ensuite ils vont t'envoyer des trucs qui vont te dire il nous faudrait ce numéro-là, ce numéro tu ne savais pas qu'il existait. Donc t'es content, tu fais excusez-moi je l'ai pas, bah si vous devriez l'avoir. Bah non je l'ai pas. et ils t'aident pas plus que ça, donc
Ouais, c'est chaud. Oui. Ouais, oui, mais c'est partie du travail en plus moi je déteste la paperasse, j'ai toujours détesté ça quand j'étais étudiant et qu'il fallait remplir mon dossier pour la fac, ça me tuait, surtout qu'il fallait le refaire tous les ans alors qu'il l'avait déjà mon dossier. Mais bref. Ouais. Franchement, c'est trop chiant ça, franchement. Mais c'est vrai que ça fait en plus, tu disais, ça fait 20% de passion. Mais alors, combien de pourcentage d'administratif derrière, quoi Beaucoup trop. Toujours trop. Même si c'était 1%, ce serait trop. C'est ça. Franchement, je pense que c'est le truc que je suis la plus pressée de déléguer. Ouais. Plus vite je déléguerai ça et mieux ça sera. Bon, c'est pas près d'arriver, hein. Déjà, faut avoir le salaire, tu vois. Déjà, faut avoir le salaire. Ensuite, il faut avoir la capacité de créer une entreprise dans laquelle tu peux avoir ton comptable. C'est ça. Ouais, pas évident. Mais il faut s'accrocher. Ouais, parce que sinon, ça veut juste dire que tu vas toujours les faire. Si jamais tu t'accroches pas, ça va être que toi tout le temps sur ces tâches horribles. Continuons à nous autoflageller jusqu'à ce qu'on y arrive. Ouais, ça c'est le problème. Hein. Ça c'est vraiment le problème. Mais c'est vrai qu'il manque des structures pour aider les gens qui se lancent là-dedans. En même temps, parce que c'est des métiers nouveaux. Des métiers nouveaux. Forcément, voilà, en plus, tous les trucs de la micro-entreprise, c'est assez récent malgré tout. Je crois que ça doit pas avoir plus de 20 ans. Non, et puis en plus, ils ont changé plusieurs fois de statut, tu vois. Il y a eu auto, micro, mono, je sais pas, non, mais je suis même jamais sûr de si je suis auto ou micro. Mais pareil. Selon qui j'appelle. Alors, je vais appeler un service, je vais dire bonjour, je suis en auto-entreprise. Ils disent, vous voulez dire micro-entreprise? Oui. Puis j'appelle les autres, bonjour, je suis en micro-entreprise. Vous voulez dire auto-entreprise? Oui. Comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Dites-moi combien je vous dois. Et débrouillez-vous. Moi, je veux pas m'en occuper. J'ai pas envie de m'occuper de ça. Ouais, c'est clair. Et puis, moi, j'ai cette peur totalement irrationnelle. Je suis pas sûre que ce soit irrationnel. J'ai peur qu'à tout moment, ils viennent me réclamer de l'argent de je sais pas trop où. Non, bah, et qu'ils me disent ouais, vous devez tant d'argent. Oh là là, vous avez pas payé tel truc, tel machin, tu vois. Et du coup, j'ai cette peur permanente de me dire, ils vont débarquer et me dire... Alors, en principe, dans le droit français, il y a le droit à l'erreur qui existe. Donc, t'as le droit de te tromper, mais il faut pouvoir justifier du fait que tu n'étais pas au courant de la chose. Ils ont même ouvert un site internet qui s'appelle oops.gouv. Oh, trop bien. Pour que tu puisses justifier de tout ça. Mais en gros, par contre, le truc, est-ce qu'un jour ils vont arriver à te demander de l'argent? Oui, ils le feront. Ils se gêneront pas. Et peut-être qu'ils n'auront même pas le droit de le faire, mais qu'ils vont le faire parce qu'ils se trompent souvent aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des... C'était pour les APL, alors c'est un autre truc, hein, mais pour les APL, pendant un an, quand j'étais étudiant, ils m'avaient filé trop d'argent. Ils avaient mal calculé mon dossier, et c'était pas une erreur de notre part, c'était la leur, ils s'étaient trompés. Et donc du coup après, pendant l'année suivante, j'avais la moitié de mes APL parce qu'ils récupéraient l'argent dessus. Mais je trouve ça dingue que quand ça soit de leur faute en plus, ils te fassent quand même payer le truc. C'est leur erreur, tant pis. Mais oui, moi je dis tu devrais pouvoir garder quand ils sont trompés. Ben c'est ça, clairement, je suis d'accord avec toi, franchement. J'ai vu que t'avais, on parle d'argent et tout là, mais j'ai vu que t'avais un Utip aussi, tu t'as commencé à... Parce que c'est vrai que YouTube, Google AdSense, c'est pas hyper régulier, et c'est pas genre selon tes vidéos et tout, c'est pas du tout... ça fluctue vachement quand même. Ça fluctue beaucoup et ça rapporte pas non plus énormément, faut le dire. Ben c'est ça. Ça a diminué aussi, j'ai l'impreson qu'au fil des années, ça fait genre plus. Il y a de plus en plus de pubs, mais il y a de moins en moins de revenus. C'est bizarre. C'est étrange. Oui, non, mais là par contre, les pubs, elles sont. Là, c'est catastrophique. Actuellement, les revenus publicitaires, ils sont pétés la gueule. Je fais 10 fois les vues que je faisais il y a 2 ans et je gagne pareil. Donc. Waouh, c'est dingue quand même. Pas normal. Mais du coup, tu réfléchis à d'autres solutions pour monétiser ton contenu en fait, parce que tu fais quand même vachement de boulot, donc je trouve ça normal. Là, je vais être obligé. Je suis encore dans des méandres administratifs actuellement, mais je vais bientôt pouvoir m'en sortir normalement. J'ai passé énormément de coups de fil, mais je pense que là, c'est bon, ça devrait aller. Mais ouais, en gros là, mes prochains objectifs, ça va être évidemment bosser avec des marques,
Maintenant, c'est ça le cœur de la source de revenus pour quand on est sur YouTube. Il faut bosser avec des marques, il faut faire des sponsors, il faut faire... Moi, ce que j'aimerais, si possible, c'est choisir les marques avec qui je travaille. Je sais que je suis très, très optimiste parce que au niveau où je suis, pas énormément de choix. Ou alors, le choix que j'aurai, c'est des marques qui n'auront pas forcément les moyens pas les moyens de me rémunérer. Mais il faut travailler avec des marques si on veut pouvoir commencer à ne serait-ce que vivre. Et après, voilà, il y a toujours la possibilité, peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard, de faire du merchandising. Le problème, c'est que ça va être tout un nouvel enfer administratif, et il faut que je me sente prêt à le faire, quoi. Il faut que je me dise, allez, c'est parti, à partir de maintenant, je vais faire un nouveau type de revenu que je vais devoir déclarer différemment, parce que finalement, c'est du commerce. Et, Je comprends. Voilà. Mais à un moment, je vais devoir y passer, parce que je sais que sinon, je pourrais jamais atteindre les niveaux où ensuite ma chaîne pourra vraiment se développer financièrement. Bah ouais, c'est ça. Mais j'attends d'avoir l'esprit libre, parce que... Ouais. Et puis, il y a des moments... je pense que t'as des phases comme ça, tu vois, où justement... quand t'as un peu intégré les trucs, que ça s'est un peu calmé et tout, tu repars dans ta petite truc tranquille et tout, et puis au bout d'un moment, tu sens la motivation revenir, tu dis, allez, c'est le moment, je vais faire face, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faut trouver faut prendre de l'élan avant de sauter. C'est ça, tellement ça. Mais les financements, voilà, sur YouTube, après, ce qui existe aussi, c'est les subventions, notamment CNC. Ah oui, bah toi tu pourrais... T'as déjà fait des demandes de dossier ? J'ai jamais fait de demande parce que quand je suis allé sur le site pour les demandes, j'ai remarqué qu'il fallait constituer un dossier et que c'était de la paperasse. Voilà. Donc pareil, le jour où j'aurai trouvé l'énergie, où j'aurai la force en moi pour le faire, je ferai ma demande. Mais après voilà, il faut aussi qu'il y ait un projet derrière qui soit un petit peu pertinent. Faut monter un truc et il faut monter une équipe aussi, parce que si jamais tu fais une... en plus, les subventions, en général, c'est que la moitié d'un budget, donc ça veut dire qu'il faut que tu trouves l'autre moitié. C'est très gentil s'ils te donnent 50 000, mais il faut que tu donnes aussi 50 000. Ouais, donc c'est compliqué. Voilà. Après, voilà, ça peut se trouver sur des financements participatifs. Si jamais je lance un projet en financement participatif, c'est toujours possible. Là, c'est pas dans les bacs, mais on verra. Peut-être que si jamais un jour je me lance sur la saison 3 de la page blanche, elle sera avec des autres financements, et notamment elle me permettra de me payer un monteur. C'est cool parce ça. Que le montage de la page blanche, mais ouais, c'est un des trucs qui t'a demandé le plus de boulot, non ? Parce que t'es pas du tout en face cam pour la page blanche. Zéro face cam, c'est du motion design. Motion design, ok. Je connais pas les termes techniques. Motion design, c'est juste une façon de dire c'est de l'animation, mais c'est pas vraiment de l'animation, pour que les gens de l'animation se sentent contents et que les gens du montage puissent dire c'est pas juste du montage. Ok. Mais oui. Et pour ceux qui connaissent pas, je pense que ça pourrait intéresser certains. La page blanche, tu peux résumer ton projet de page blanche vite fait ou... Ouais, non, bien sûr. Tu résumeras ça. Bien sûr. L'émission La Page Blanche, du coup, c'est une émission à la base en 10 épisodes. Maintenant, il y a eu 2 saisons, donc ça fait 20 épisodes en tout. Elle part d'une volonté d'aider les gens à écrire des histoires, parce que je recevais souvent des retours de gens qui me disaient je sais pas comment m'y prendre. Alors, c'était le retour dès le départ, c'est je sais pas du tout comment m'y prendre. J'ai envie de raconter cette histoire, mais j'ai zéro connaissance. Et je me suis dit, peut-être que ce qui manque actuellement, c'est juste une sorte de petit kit de survie, une sorte de petite sur les bases, quoi, les bases de l'écriture, les bases de la narration, et pas juste de l'écriture de romans, hein, mais de n'importe quelle histoire. Juste, mais c'est vraiment c'est des trucs de base, hein, c'est la structure d'un récit, c'est le principe de protagoniste, c'est comment on fait comment on fait un élément perturbateur, des péripéties, enfin, c'est très basique, en essayant d'aller assez en profondeur dans chaque sujet pour être sûr que les notions soient bien comprises et bien retenues et puissent être appliquées. Et donc du coup voilà, j'ai commencé avec 10 épisodes sur l'écriture en général, et la saison 2 c'était sur l'écriture de personnages, qui pour moi c'est le plus important dans un récit, c'est les personnages. Tu peux faire ce que tu veux, et je vois énormément de gens qui sont très à fond dans la création d'univers, ce qui est très intéressant, qui est très cool, mais ta création d'univers, s'il n'y a pas les personnages pour l'habiter, tu as créé un magnifique temple vide dans lequel il ne se passe rien. Clair. Et du coup voilà, saison 2 c'est les personnages. Et j'essaye aussi pareil d'aller en profondeur sur des sujets qui peuvent paraître très simplistes, mais en essayant de trouver des notions et des réflexions qui vont aider n'importe qui voudrait pouvoir se lancer mais qui n'aurait pas forcément les outils nécessaires.
Ouais, bah en tout cas, moi je recommande à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'écriture d'aller regarder ces deux playlists là parce que c'est vraiment super intéressant et puis t'es très pédagogue et du coup t'expliques super bien. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le perso, moi je dis le personnage c'est la porte d'entrée dans l'histoire quoi. C'est vraiment c'est par là que tu entres. Si c'est une porte de prison blindée à double tour, ça va être compliqué. Tu peux pas rentrer. Même si derrière c'est magnifique que t'as construit un super beau truc, tant que tu peux pas rentrer, bah tu peux pas rentrer quoi. Clairement, clairement. Mais il y a une. Alors, c'est dans le milieu du jeu vidéo qu'il y a ça, mais en gros, c'est un peu le même principe. C'était pour Mario 64, donc un jeu, le jeu de 1996, je sais plus, 97, qui était le premier jeu de plateforme en 3D. Je crois que c'était les 6 premiers mois de développement ont été passés juste à travailler sur les mouvements de Mario dans une salle vide. En gros, parce qu'il fallait à tout prix, peu importe à quoi allait ressembler le jeu après, que quand tu as Mario en main, bah ce soit les mouvements suivent, que ce soit agréable à jouer, que en gros que le personnage qui va te servir d'avatar soit à la hauteur de quoi qu'il arrive derrière. Et donc du coup vraiment les 6 premiers mois passés juste sur l'animation, sur les mouvements, sur le gameplay de ce personnage dans un espace vide, avant de commencer à créer un univers. Et je pense que pour l'écriture c'est tout aussi vrai. Tu dois avoir des personnages avant d'avoir un univers, et, enfin tu peux créer ton univers avant, mais ton univers après t'as intérêt à travailler tes personnages parce que sinon ça va être un paysage quoi, et un paysage ça ne suffit pas. Et c'est dommage d'avoir un paysage quand tu peux avoir un univers justement. Et un univers, c'est la différence avec un paysage, c'est qu'il est habité et que tes personnages le rendent vivant. Ouais, je suis carrément d'accord. Tout à fait d'accord avec toi, très cher. Mais par exemple un exemple très populaire d'univers fictif que beaucoup de gens ressortent, c'est l'univers d'Avatar, dessin animé, donc le dernier maître de l'air, que beaucoup de gens disent Attends, je suis désolée, je fais juste une aparté parce que j'ai regardé ta FAQ il y a 2 jours et tout le monde qui te posait des questions sur ton rasage de cheveux. Ah, ça m'a tué. Bref. Les gens ne s'intéressent qu'à ça. Je peux parler de n'importe quoi. Tes cheveux, ça va. Leurs yeux sont là, voilà, sur mes cheveux ou sur ma barbe. Hein. Si jamais je me rase aussi, c'est pareil. Je pourrais juste rester devant la caméra sans bouger. Ils se rendraient pas compte. Je mets une petite musique d'ascenseur et c'est bon. Mais oui, non, du coup, voilà, sur Avatar, beaucoup de gens parlent de la création de l'univers, de comment l'univers qui est créé est incroyable et tout. Et moi, j'ai envie de dire, vous auriez jamais eu rien à péter de cet univers s'il n'y avait pas les personnages d'abord. C'est les personnages qui vous ont fait rentrer dedans. Et ça, ce sera vrai pour n'importe quel auteur, pour n'importe quelle histoire. C'est comme le Seigneur des Anneaux, si t'as pas l'histoire des hobbits dedans, c'est pas intéressant. Et puis la preuve, déjà les 50... c'est combien les 50 ? Je suis gentil, 50 premières pages que les gens sautent en général, qui refait tout le background. Oui. Et ils le sautent, donc, pour arriver au cœur du sujet, tu vois. Donc, bah après, il y a comment ? Il y a une licence artistique que c'est permis Tolkien, c'était qu'il s'est dit moi je vais créer mon univers dans lequel mes protagonistes vont se lâcher, et si les gens n'ont pas cette image de l'univers, ils vont pas le comprendre. Mais je dois avouer que la lecture du Seigneur des Anneaux, alors moi personnellement je l'ai pas fait parce que je connaissais déjà les personnages ayant vu les films, donc je me suis dit c'est intéressant de lire au début, mais si jamais ça avait été ma première découverte de l'univers, j'aurais sauté les premières pages, j'aurais découvert les personnages et ensuite je serais revenu, j'aurais lu le background. Bah c'est ça, hein. Ton univers, tu me le présentes, m'en fous. Honnêtement, ouais. Je veux dire, n'importe quel univers, tu m'en parles, je m'en fous. Et à partir du moment, par contre, où tu me dis, dans mon univers, il y a ce gars-là, tu me parles de ce gars-là, je vais commencer à m'intéresser à lui, et là, je vais me dire, tiens, lui, il vit dans ce truc-là. Comment ça se fait qu'il travaille dans ce milieu-là, ou que ses relations avec les gens soient comme ça? Et là, je vais m'intéresser à ton univers. Et je pense que c'est... Et puis son rapport au monde dans lequel il évolue, et aux autres personnages aussi, parce qu'il y a ça, forcément un personnage est dépendant de l'environnement dans lequel il évolue, et l'environnement va influer sur ce personnage-là, et sur les rapports entre les personnages, etc. Donc c'est vrai que c'est ça qui va commencer à créer la chair des personnages, quoi. Et de l'histoire. Par exemple, j'ai des retours intéressants sur Renégat, c'est des gens qui ont lu le premier chapitre, et qui disent ouais, l'univers m'a l'air un peu basique quand même. Alors que dans le premier chapitre, je ne parle pas du tout de l'univers. À aucun moment je le présente, il est en toile de fond et on est que sur du personnage. Et je pense même
le premier volume, on est que sur les personnages. Si jamais tu viens lire mon bouquin pour découvrir l'univers, tu vas pas l'avoir avant un petit moment, l'univers. D'abord, il faut que tu t'intéresses un petit peu aux gens qui vivent dedans. Et déjà, ça peut t'en apprendre sur l'univers, parce que derrière, il y a une construction d'univers qui a été faite. Il y a des sociétés avec des... Enfin, il y a une société avec des... quand même des enjeux assez complexes que j'ai imaginé avant de raconter mon histoire, mais elle doit passer par les personnages. Et je pense que si tes attentes, c'est de découvrir un univers incroyable pendant les premières pages, bah tu fais partie d'une minorité de lecteurs. La majorité des gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils adorent découvrir des univers, peut-être, mais pas comme ça, pas en bloc, pas d'un coup. Ouais, et puis en plus on vit dans une société où du coup justement on est de plus en plus habitué à un contenu qui va super vite et bah du coup il faut s'adapter à ça aussi je pense. Après ça dépend tu vois du genre d'histoire que tu veux écrire et puis ça dépend de ton public évidemment tu vois. On va pas te dire que tu peux pas faire un roman fleuve, c'est pas ce que je dis tu vois. Mais si tu vises un certain type de public qui a l'habitude avec ce contenu hyper rapide, forcément, il va falloir aussi que ton histoire et puis, s'adapte à ça. Moi, ça me fait penser aussi, j'avais été assez fascinée par le roman de Asimov Fondation. Il y a la majorité, en fait, c'est des dialogues. Il y a tellement de dialogues dans ce livre. Et ça va super vite, en fait. Ouais. Et du coup, il y a ce truc qui est du coup très moderne, en fait, très contemporain, tu vois. C'est hyper rapide. Et il y a ça aussi qu'on peut retrouver dans les livres qui se lisent assez vite. Vas-y. Je crois que c'est celui-là que j'ai juste ici. Et voilà. Fondation. Yeah on recommande. Carrément. Mais ouais, du coup, c'est vrai que ça se voit tout de suite, même quand tu ouvres un livre, si t'as des blocs de textes et de textes et de textes, et quand t'as des dialogues, en fait, ça aussi, ça montre, en fait, le rythme de ton récit. Ouais, et puis... Et quel genre de livre tu vas... Il y a une découverte... Il y a une découverte explicite d'un univers, évidemment, ça va être ses paragraphes d'explication, mais la découverte implicite, je trouve qu'elle est vachement plus intéressante, parce qu'elle t'investit dans cet univers. Enfin... Moi, je trouve ça super intéressant. Dans les dialogues, les personnages te fassent découvrir leur univers à travers leurs yeux, qui, lui, connaît déjà cet univers. Moi, c'est un truc que j'aime pas trop, en général, dans les littératures de l'imaginaire, c'est quand il faut passer 3000 ans à me poser le contexte, et que ça va se faire à travers des paragraphes explicatifs. En gros, c'est la règle de narration, c'est show, don't tell. Voilà, si tu me dis ton univers, tu me le racontes pas. Et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse clairement pas. Et puis, tu vois, moi j'ai l'habitude de dire aussi, c'est pareil, enfin, c'est lié aux descriptions, tu vois, quand c'est lié à ça, c'est que quand les gens ils vont partir dans ce côté un peu descriptif et tout, ils ont l'impression qu'il faut tout décrire et tout. J'ai tendance à dire, tu vois, que genre, nous, dans notre vie de tous les jours, on va rarement s'arrêter en mode... tu vois, genre pour décrire un paysage intérieurement, ou alors pour se dire comment fonctionne le système routier, tu vois, ou le système, je sais pas moi, la sécu, peut-être à la limite. Non, à ce moment, un chat entra dans la pièce. Le chat est un félin, un animal poilu et dangereux, prédateur à l'origine. Dont le cri, miaou, voilà. terrifie les souris. Souris étant. Sauf que dans la littérature de l'imaginaire, tu vas avoir ça pour un animal, et c'est intéressant d'avoir un bestiaire, mais je pense que ça doit être un annexe. Tu vois, c'est... D'ailleurs, par exemple, si jamais j'avais envie de vraiment développer mon univers de façon implicite, je ferais un exercice de style, j'écrirais un bouquin dans l'univers. Ça m'est déjà arrivé quand j'écrivais une histoire de fantasy, c'est d'arrêter un moment le récit, et puis on change de police d'écriture, le personnage est en train de lire un bouquin. Et là, du coup, ce bouquin existe dans l'histoire, il est en train d'être lu par le personnage, il lui apprend quelque chose sur ce qu'il cherche, lui il cherche une information, elle y est, et en même temps ça dit des informations qu'il sait déjà et que le lecteur a besoin de savoir. C'est un peu triché. Ouais, c'est un bon... c'est un procédé, triche, quoi. C'est un compromis entre les deux. Mais je trouve qu'au moins, c'est une action qui marche dans le récit, quoi, qui fonctionne dans le récit, qui fait avancer l'histoire. C'est que si jamais je fais ça, c'est parce que notre personnage, il doit apprendre cette information, elle va lui servir. Et donc, du coup, j'en profite pour glisser 2-3 petites pastilles. Et il y a le petit exercice de style qui fait que c'est intéressant parce que ça change de voix aussi. C'est plus ma voix d'auteur qui raconte ça, c'est la voix de l'auteur de ce livre qui va être peut-être un peu plus pompeuse, un petit peu plus ancrée dans l'époque du bouquin. Et
ça a un petit peu plus de charme. Alors que si tu ouvres ton bouquin avec l'an 1403 de l'ère 48. Pitié. Ouais, ça va décourager plus d'une personne à se lancer dans Ouais, ton histoire. à part les sûr et gens qui certain. sont déjà à fond dans ces univers-là et qui ont l'habitude de ces conventions-là, moi, moi ça me plaît pas des masses, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut vraiment revenir à soi. Enfin, je pense qu'il y a un conseil aussi, tu vois, c'est de revenir à soi et à son expérience du monde. Que ça soit pour construire un personnage, que ça soit pour expliciter un univers, que ça soit pour. Je sais pas moi, mais il faut revenir à soi, tu vois, dans nos relations avec le monde, dans notre relation avec nous-mêmes et comment on va interagir et vivre les émotions et les choses. Et ce que tu dis par rapport à ce truc de livre, c'est vrai que ça, on peut le faire, tu vois. Quand t'as un exposé à faire, tu vas prendre... Bon, maintenant, ça serait Internet, mais c'est pareil, tu vois Wikipédia, et tu vas avoir le texte. Mais allez, à l'époque, on prenait des encyclopédies. Mais Wikipédia, un Wikipédia dans une histoire, ça marche très bien. Hein. Wikipédia, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Mais après, en vrai, j'avais ce truc intéressant, une question qu'on m'avait posée dans une masterclass. C'était quelqu'un qui me disait si jamais dans mon histoire j'ai une créature fantastique, je sais plus quoi, comment est-ce que j'introduis dans mon récit et comment est-ce que j'explique qu'elle s'appelle je crois que dans son truc c'était une histoire de science-fiction où il y avait des dragons. Et il voulait expliquer c'est pas vraiment des dragons mais comment est-ce que j'explique ça et en leur donnant tout le temps le nom et je dis dans ton univers comment ça s'est passé. C'est ça la question, c'est genre les personnages qui habitent ton univers, pourquoi ils l'appellent un dragon, comment ils l'ont rencontré, comment ils savent qu'il existe, c'est quoi leur rapport à ce truc-là. Et quand tu te poses ces questions-là, tout de suite tu vas trouver les réponses logiques et cohérentes qui vont donner un sens concret à ce que tu veux insérer. Alors que si tu nous fais le Pokédex, le dragon est un animal. C'est dommage. Ouais, dommage. C'est vrai. Et puis ça donne du coup plus de réalité aussi. C'est plus concret en fait. Quand tu vas lire, tu vas ressentir tout de suite plus de choses. Ce sera en 3, 4 dimensions, je sais pas combien de dimensions. Mais ce sera pas en 2D quoi. 11 dimensions, soyons fous, on les utilise toutes. Mais en vrai, tu sais, tu racontes tu veux parler d'une créature mythique de ton univers, tu prends ton personnage, tu dis il se souvient de la première fois qu'il a vu cette créature mythique, tu reviens dans les souvenirs de ton personnage, tu parles de son ressenti face à ça, c'est vivant, le lecteur il va ressentir ça aussi. Alors que si tu te contentes de décrire, le lecteur il va savoir. Et savoir, c'est pas très intéressant parce que c'est apprendre des choses qui n'existent pas en plus. C'est clair. Donc bon, il y a aussi de nouvelles compétences inexistantes finalement qui n'existent pas. Mais il y a une obsession pour le lore très souvent. Le lore, c'est tout ce qui va être les règles d'un univers fictionnel. Et ça revient beaucoup avec les cultures internet, c'est surtout par exemple il y a Star Wars où les gens sont à fond dans le lore, genre il faut parler de telle race qui vient de telle planète et tout, et si jamais tu fais une erreur là-dessus c'est terrible, alors que ce qui est intéressant justement c'est pas ça, ce qui est intéressant c'est que c'est des histoires où des personnages sont face à l'adversité, où il y a le bien contre le mal, il y a plein de trucs d'intéressants dans les univers de Star Wars, surtout dans les univers un peu plus détendus. Et si jamais tu t'arrêtes juste à oui mais cette planète s'appelle comme ça et j'ai appris par cœur le nom de toutes les attaques Jedi, oui, t'as appris du vide. Mais après tu vois il faut revenir à l'origine aussi. Si ça t'intéresse autant c'est pourquoi, c'est parce qu'à la base il y a une histoire, c'est parce qu'il y a des personnages auxquels je t'ai attaché, et puis après t'es devenu tellement fan de ce truc là que du coup t'es devenu hyper attaché à tout l'univers et t'as mangé le moindre truc que tu pouvais manger et t'étais un peu affamé de ce truc là, mais quand même la porte d'entrée ça reste la porte d'entrée. Ah mais moi je trouve ça merveilleux d'être attaché comme ça à l'univers. Moi je suis comme ça avec Doctor Who, je connais l'univers par cœur, je connais des trucs. L'écriture elle s'insère où là-dedans, juste pour savoir? Du coup c'est alors l'écriture en dehors de YouTube? Oui, l'écriture de fiction. Sur l'écriture de fiction, en général, je vais faire ça le soir. Donc après ma journée YouTube, si jamais j'arrive à m'éloigner de YouTube et du travail de YouTube, je vais me poser le soir et je vais commencer à écrire 1 heure ou 2. J'essaie de pas écrire sur des trop grandes sessions parce que sinon je m'arrête pas. Des sessions d'1 heure, 2 heures, parfois 4 heures quand je me sens pousser des ailes et puis ensuite je dors mal. Mais c'est... Wow. C'est le problème parce que quand j'écris trop après, quand je vais me coucher, je pense à ce que j'étais en train d'écrire. Donc
Je dors pas. Encore une fois, ce fameux off qu'on n'a toujours pas trouvé. Exact. T'écris tous les jours du coup? Non. Enfin tous les soirs? Non. Non. C'est assez irrégulier. Ouais, j'ai essayé d'écrire tous les soirs et le problème c'est que mon emploi du temps en général est pas assez régulier pour que je puisse faire ça. Je vais trop vite avoir une soirée où je peux pas. Et du coup, une habitude comme ça, une routine, si tu la brises une fois, elle est foutue. Donc j'essaye plutôt de me donner des objectifs, genre si jamais pour Renégat par exemple, je me suis dit bah là je sais que je veux faire 10 chapitres cette semaine, tous les soirs j'écris. C'est la règle. Si jamais un soir je peux pas parce que il s'est passé un truc, je rattrape le lendemain. Et ensuite voilà, sur une courte période j'arrive à me caler sur des horaires. Mais si jamais j'essaie de faire un truc très régulier à la Stephen King qui écrit 2 heures par jour, il y aura des jours où je vais pas écrire parce que je peux pas. Et donc ça, voilà, vraiment c'est comme n'importe quelle routine, c'est comme faire du sport. Si tu arrêtes un jour, après c'est très dur de s'y remettre. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, du coup, c'est plutôt des objectifs de temps. Genre, avant telle date, t'aimerais faire tant de trucs. Je me mets une deadline, une sorte de, en général, un nombre de pages par exemple, qui est plus une sorte de guide qu'un vrai nombre de pages que je vais utiliser. En général, je fais toujours plus. Et voilà, j'ai ma deadline courte, très souvent. J'évite de me donner des gros projets. Si jamais je me dis, allez, je vais écrire sur les 6 prochains mois une grosse histoire, je l'écris pas. Alors que si je me dis, je fais 5 chapitres cette semaine, je l'ai fait. Donc petit objectif sur une durée courte, quoi. C'est ça. C'est ça qui marche pour toi. Ouais. Bon, c'est cool déjà de... tu sais ce qui fonctionne pour toi. Ça m'a mis du temps. Hein, Ouais. Et là-dessus, il faut trouver... de toute façon, tous les auteurs ont besoin de trouver leur technique, ce qui les fait fonctionner, et moi c'est celle-là. C'est pas évident, ouais. C'est un des premiers trucs. Et une autre question, parce que tu me disais que c'était un truc que t'avais du mal et que t'étais encore en cours d'apprentissage pour tout ce qui est communication et tout, Est-ce que c'est un truc que tu conscientises? Comment tu gères ta communication? Je suis beaucoup en improvisation. Je le vis très mal. Non, je suis beaucoup en improvisation parce que, en règle générale, je vais avoir une idée de vidéo. Elle va être très cool, ma vidéo, sauf qu'elle ne va pas pouvoir générer un titre et une miniature qui vont intéresser les gens. Parce que malheureusement, la règle du jeu sur YouTube, c'est que le titre et la miniature sont plus importants que la vidéo. Donc du coup, très souvent, après, je me triture la tête en me disant, bon, faut que je trouve une problématique que je peux résumer en un titre simple. Et donc, mon idée, je dois un peu la déformer pour qu'elle colle aux enjeux de YouTube. C'est aussi un truc qui me blesse un peu parfois dans mon écriture, c'est de me dire, malheureusement, je peux pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire sur ce sujet-là. Il va falloir que je le contourne un petit peu pour pouvoir le vendre derrière, en fait. C'est ça, hein, faut vendre la vidéo. Donc tu penses quand même à ça quand tu construis tes vidéos, quoi. Tu penses quand même à ça. Je suis obligé parce que j'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de faire des vidéos en me disant, allez, on s'en fout du titre, on s'en fout de la miniature, on va y aller direct, on va faire une bonne vidéo. Et c'est des vidéos qui se plantent à chaque fois. Parce que la miniature et le titre sont plus importants que la vidéo. C'est triste, mais c'est vrai. Donc souvent. Et t'es présent sur d'autres réseaux sociaux quand même? J'ai regardé un peu sur Instagram et tout, mais toi-même, Twitter, je suis pas sur Twitter, peut-être c'est plus sur Twitter. Ouais, non je suis très présent sur Twitter. Instagram, j'essaye, mais c'est peut-être pas un réseau que je maîtrise très bien, ou j'ai pas forcément les codes qui vont avec. Et voilà, après, je suis sur TikTok maintenant, que j'aime bien. T'es en Jones, toi! Je suis grave un Jones. Wesh. Mais non, ouais, le TikTok j'aime bien, c'est marrant. J'utilise pour me défouler un petit peu, genre, parce que rien n'est très important sur TikTok. Tu fais une vidéo de 15 secondes, tu rigoles, et puis voilà, ça m'aide bien à me détendre aussi. Donc j'aime bien, mais ça ne sert pas trop plus que ça à communiquer. Beaucoup de mal de ramener les gens de TikTok ailleurs, parce que sur TikTok en fait je fais des conneries, quoi. Mais voilà, après voilà, Facebook c'est un outil de mort pour la communication, parce que Facebook fait tout pour brider tous les posts pour que tu sois obligé de payer pour qu'ils soient vus par les gens qui sont censés les voir. Donc bon, Facebook je le fais parce qu'il faut le faire, mais en vrai si jamais je partageais pas mes trucs sur Facebook ça changerait rien du tout, parce que Facebook voilà, c'est fait pour que tu sois obligé de payer, donc c'est un très mauvais outil de communication. Mais ouais, clairement c'est Twitter que j'ai le plus utilisé. Et
C'est que maintenant que je commence à te poser des questions centrées autour de l'écriture et de ta vie d'auteur un peu. Mais si jamais tu autopublies aussi, est-ce que tu penses que tu vas... Je sais pas comment dire ça, mais est-ce que tu as déjà réfléchi aussi à comment tu veux construire ton... J'ai plus les mots là, attends, 19h30 ça commence à galérer dans ma tête. Ton identité d'auteur et justement de construire cette identité d'auteur là un petit peu séparée de YouTube. Enfin, comment tu l'envisages? Est-ce que tu as envie de, je sais pas moi, est-ce que tu as une newsletter déjà? Je sais même pas. Pas de newsletter. Non, j'ai un serveur Discord où je mets mes infos en général. Ouais. En fait, le truc c'est que c'est très difficile cette question de est-ce que je dois séparer l'auteur du youtubeur, parce que d'un côté j'ai pas du tout envie d'être le genre d'auteur où tu trouves le livre en librairie et t'as la petite vignette écrit par un youtubeur avec la petite photo oui bien sûr, mais en même temps je vais pas critiquer ceux qui le font, et je me dis aussi que si jamais je le faisais, ça aiderait, parce que c'est vrai que c'est un argument marketing qui fonctionne, et que comme j'ai dit tout à l'heure, l'écriture c'est 20% d'écriture et c'est 80% de promotion, et malheureusement, voilà, je sais pas, j'ai pas de réponse actuellement. J'ai vraiment pas envie que ce soit j'ai pas envie que ce soit des bouquins. Si jamais je fais un bouquin publié sous le nom Le Tropeur par exemple, ce serait un bouquin ce serait pas de la fiction, ce serait par exemple un livre de conseils d'écriture. Là oui, là ça serait logique, il y aurait une cohérence. Mais en tant qu'auteur de fiction, non, j'utilise mon nom d'auteur, donc Sébastien J.M. Martins, et j'ai pas forcément très envie que... C'est pas que j'ai pas envie que ce soit rattaché à ma chaîne YouTube, c'est que j'ai pas envie que ce soit résumé à ma chaîne YouTube. Parce qu'après, c'est le truc qui va arriver quand tu vas en parler, à chaque fois ça va être « et donc vous êtes youtubeur, et donc... » Et moi j'aurais envie de parler de mon bouquin, j'aurais envie de parler d'écriture, et on va me dire « ouais, mais donc du coup sur YouTube vous avez fait une vidéo où vous chantez, et puis c'est rigolo. » Et voilà... c'est compliqué. Je trouve que c'est pas évident quand t'es artiste pluriel de gérer ça en fait, parce que du coup tu peux pas être mis que dans une seule case, c'est genre dans 3000 cases différentes, et il y a des gens qui te suivent parce que tu fais plutôt ça, et puis il y a des gens qui te suivent parce que tu fais plutôt ça, et puis mais en fait toi tu fais un peu tout, et toi t'as une combinaison de tout ça, donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pas évident à gérer, à construire aussi, donc non mais oui, mais c'est vrai que t'as pas une chaîne YouTube de musique non plus à côté, tu vois. J'ai évité parce que ça commencerait à faire trop, mais peut-être bientôt une chaîne cuisine. Non, en vrai tu vois, le truc c'est que derrière, quand tu vas vouloir parler de ton bouquin, il va falloir communiquer avec des journalistes. Les journalistes ils vont avoir besoin de te rentrer dans une case, de te décrire dans l'introduction de l'article, quoi. Deux phrases sur toi, bam. S'ils doivent expliquer à chaque fois youtubeur, musicien, ça les fait chier, donc en général ils vont te résumer. Et la question c'est comment est-ce qu'ils vont te résumer, à quelle sauce ils vont te bouffer. Et je préférerais qu'ils disent juste l'auteur du bouquin, puis qu'ensuite on parle du bouquin. Ouais. Mais même en passant par l'auto-édition, du coup, c'est pas des questions auxquelles t'as déjà... pour le moment, auxquelles t'as des réponses pour l'instant. Pour le moment, en fait, moi, mon objectif avec Renégas, c'est de développer un lectorat, c'est de tester un petit peu la température de l'eau, de voir comment est-ce que les gens reçoivent l'histoire aussi, de voir si ça leur plaît, si jamais ils accrochent suffisamment pour qu'ensuite on puisse justifier d'aller plus loin. C'est une prépublication, comme à la japonaise. Et du coup, pour le moment, j'essaie déjà de voir ça, et j'essaie de pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que si jamais je m'emballe trop vite, je vais être très déçu derrière. Si jamais ça plaît pas, c'est possible que ça plaise pas, parce qu'après tout, moi j'essaie de faire une histoire qui n'est pas pour tout le monde, parce que je considère qu'une histoire pour tout le monde, c'est une histoire pour personne. Donc elle est dans mes sensibilités, elle va être dans les sensibilités des gens qui partagent les miennes. Et si elle trouve son lectorat là-dedans, je suis très content. Mais bon, je sais aussi que voilà, c'est pas le bouquin du siècle que tout le monde va adorer et que tout le monde va s'arracher. Donc j'essaie de rester modéré là-dessus en attendant de me poser ces questions administratives qui vont me prendre la tête. Non, mais c'était même pas forcément en termes d'administratif, mais c'était plutôt en termes de stratégie, entre guillemets, tu vois, de comment tu vas justement orienter le public que tu as déjà vers ce qui peut les intéresser, tu vois, enfin un espèce d'entonnoir en fait. Ce que tu disais finalement c'est un peu ça, parce que du coup tu
testes la température. Après, le truc, c'est comme je suis sur un genre qui n'est pas très développé en France, puis en Occident en général, du coup, le light novel, c'est des maisons d'édition indépendantes qui le publient en France, par exemple. Donc, déjà, là, il y aurait aussi cette possibilité, c'est que les maisons d'édition indépendantes, c'est toujours plus sympa que les grosses maisons. Donc, c'est une bonne alternative à l'autopublication. Donc, c'est aussi une alternative que je garde en tête. Et du coup, moi, ma stratégie, vraiment, là, actuellement, c'est voilà, je prépublie. Je regarde comment ça marche. Surtout, je pense que je ferai un point à la fin du premier volume. Et aussi que j'en parlerai aussi, je pense que je ferai une vidéo sur ma chaîne pour en parler avec les gens, répondre à leurs questions à ce sujet. Et je pense qu'à ce moment-là, je saurai un petit peu mieux quelle stratégie vraiment... En gros, là, je prépare mon plan de bataille. Mais ma stratégie n'est pas encore prête. Je suis pas prêt à déployer mes troupes. Ouais, je comprends. Je comprends. Ok. Et il y avait un truc aussi. Alors, je sais pas. En faisant mes recherches, la meuf, elle a fait des recherches quand même. Je m'attends au pire. C'est-à-dire, j'ai regardé tes vidéos. Enfin, je regardais déjà, mais certaines vidéos en particulier. Et je suis allée farfouiller un peu. Oula. Parce que je me suis dit, il faut que je lise ce que t'écris quand même. J'ai très peur. Non, j'ai vu que t'avais quand même édité des livres assez jeunes, non? Ouais. Genre, je sais pas, t'avais quel âge quand t'as édité? Quand je les ai édités, j'avais déjà 18 ans. Le premier, je l'ai écrit à 16 ans, et j'ai édité à 18 ans les deux. 18-19 peut-être. Et alors, qu'est-ce que tu... Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que t'es fier d'avoir publié ton livre à quel âge? 18, c'est ça? Bah, fier, je sais pas. Je pense que c'était une expérience intéressante qui m'a permis de me rendre compte que écrire un bouquin, c'est pas tout, que d'avoir un contrat de publication, c'est pas tout, et qu'il y a énormément de requins qui t'attendent au tournant parce que beaucoup de gens veulent être auteurs. Mais ça m'a permis d'apprendre ça. C'était une leçon plus qu'autre chose. Fier peut-être pas, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Parce que bah, c'est la dure école de la vie, on va dire. Mais tu te rends très vite compte qu'en fait, à quel point le travail d'auteur, c'est pas écrire le bouquin. C'est clairement pas. Écrire le bouquin, c'est le début. Une fois que tu as fait ça, la route devant toi est très longue, elle va être très difficile, et tu peux pas l'apprendre tant que tu t'en es pas rendu. Enfin, tu sais, il y a un fantasme, dans l'écriture. Pas du tout. Oh non, pas du tout. On l'a tous. Je vais écrire mon bouquin, je vais l'envoyer à un éditeur, c'est bon, il est publié, bam, je suis un auteur. Je suis riche, célèbre, tout le monde lit mes bouquins, allez, voilà. Je fais des dédicaces, voilà. Ah, j'ai mal au poignet. Ça n'existe pas du tout. C'est peut-être arrivé 2 fois dans l'histoire de l'humanité, mais dans la réalité, non, c'est pas ça. J'écris un bouquin, je l'envoie à un éditeur, je me fais refuser, j'envoie à un autre éditeur, je me fais refuser. Et quand t'es accepté par l'éditeur, en fait, l'éditeur, c'est peut-être un mauvais éditeur. J'ai déjà eu des propositions d'éditeurs où ils disent c'est très sympa, par contre, on aimerait avoir les droits sur toute adaptation, et les droits publics sur les personnages, et nanana. Et tu te dis, mais en fait, vous voulez juste me voler mon histoire. Par contre, derrière, on va pas faire la promotion, ce sera à vous de la faire. Mais du coup, à quoi vous servez? À rien. Et puis en plus, voilà, il faut apprendre à naviguer dans l'univers de l'édition. Parce que c'est un monde à part entière. C'est un monde à part entière. Il y a des maisons d'édition qui sont en fait des sortes d'imprimeurs qui te prennent une charge en plus parce que c'est même pas eux qui impriment. Et voilà, maison à compte d'auteur, maison à compte d'éditeur. Maison à compte d'auteur, on n'en parle pas. On ne va pas invoquer les mots maléfiques. Mais non, évidemment, dans ce monde, il faut apprendre à y naviguer, mais en même temps, il faut plonger si tu veux le connaître. Peut-être que la façon dont j'y ai plongé n'était pas la meilleure, parce que du coup, j'y suis allé un peu les yeux fermés, mais en même temps, j'étais avec une maison d'édition qui n'était pas à compte d'auteur, au moins. C'était déjà ça. Ouais, c'est déjà cool, parce qu'il y en a plein en se lançant, c'est ce qu'ils font. Hein. Non, j'ai évité cet obstacle-là, mais malheureusement, tu vois, derrière, ces bouquins-là, ils sont un peu morts dans l'œuf, quoi. Ils auraient mérité d'être réécrits. Déjà, c'est des premiers jets, parce que j'étais un jeune auteur, je me rendais pas compte de la nécessité de réécrire. Ils ont pas eu l'accompagnement qu'une maison d'édition est censée t'apporter. Normalement, on est censé... Ouais, c'est ça, t'as pas eu un travail éditorial derrière avec... En gros, c'est des imprimeurs. Ils ont imprimé mon bouquin. D'accord. Et après, c'était à moi d'en faire la promotion. Je l'ai pas fait parce que je savais pas, mais en même temps, ça m'a permis aussi
commencer à me questionner là-dessus, de me dire c'est bizarre, tiens, j'ai sorti un bouquin, il est publié, mais personne ne le lit, comment ça se fait? et c'est là que tu te rends compte en fait qu'il va y avoir ce métier de promotion qui est mais essentiel et qu'il va falloir apprendre, ou alors il va falloir avoir beaucoup de chance et avoir un contrat avec une maison d'édition qui va le faire pour toi, mais ça n'arrivera sans doute pas, on va être honnête. Non, mais c'est excessivement rare. Tu peux avoir de l'espoir, mais je pense que c'est plus intelligent d'apprendre à se débrouiller tout seul, parce que il faut pouvoir retomber sur ses pattes, quoi, derrière. Ouais, moi je trouve ça vachement intéressant. Non, mais c'était juste pour avoir ton avis vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai que quand j'ai vu que tu avais publié jeune, je me demandais c'était quoi ton ressenti actuel vis-à-vis de tout ça, parce que ça dépend vraiment des gens. Je pense que, comme pour beaucoup de gens, quand tu me reparles des vieux trucs que j'ai fait, mon premier réflexe c'est de grincer très fort les dents. C'est juste. Quel dossier elle va sortir? Mais tu sais, quand tu grandis, tu n'es pas la même personne tout au long de ta vie. Comme dirait un certain docteur. Et du coup, moi j'ai un peu tendance à considérer quand je les ai relus ces bouquins un peu plus tard, et c'était lire les bouquins d'un jeune adolescent que je ne suis plus, et dans lequel je ne me retrouve pas, qui n'a pas les mêmes intérêts que moi, qui n'a pas les mêmes sensibilités que moi, et c'était pas une. Enfin, tu vois, c'était très bizarre, c'est une dissociation en fait. J'ai l'impression de ne pas lire mon bouquin. Et je pense que c'est d'autant plus vrai comme j'étais très jeune quand je les ai écrits. Et donc du coup, je dirais que qui tu es, ça se pose un peu plus tard dans ta vie. En 18-19 ans, tu n'es pas la personne que tu seras. C'est le moment où tu cherches vraiment en plus. C'est là où c'est super instable. Tu commences à te poser après 25. Tu vois, c'est là que tu commences à te dire tiens, en fait, je pense que je suis cette personne-là. Peut-être que ça ne durera pas d'ailleurs, parce que je sais pas, j'ai que 26 ans, ça se trouve, dans 2 ans, je ne serai plus la même personne. Mais en attendant, je sais que je ne suis pas la même personne que celui qui a écrit ces bouquins, donc du coup, c'est très difficile. Mais de m'y attacher en tant qu'auteur, de me dire je suis l'auteur de ces bouquins, parce que je ne me sens pas auteur de ces bouquins, même si je les ai écrits, c'est pas vraiment moi qui les ai écrits. Ouais, bah du coup ça te donne moins aussi envie de. Bah t'as pas forcément envie de dire tu vas faire la promo de ça et de dire tu vas mettre ça en avant. Clairement pas. Disais ce que je fais. Encore une fois on en parlait. Ah, il donne des conseils sur YouTube. Il devrait pas. Et ouais, non, bah, je ferai pas la promotion de ces bouquins là. J'en ai parlé une fois juste pour dire voilà, j'ai fait ça, je vous montre un peu d'où je viens, et je vous montre aussi, je pense que c'est un point que j'ai fait dans cette vidéo où je parle de ces bouquins, c'est de dire bah je les trouve pas terribles, et de dédramatiser un peu le fait d'avoir de non seulement écrire des trucs nuls, mais en plus de les publier et de les montrer au monde. C'est pas la mort, hein, ça arrive. Et je pense que ça peut décoincer pas mal de gens qui sinon ne vont jamais publier parce qu'ils se disent ah non, j'ai pas écrit le bouquin parfait, donc à quoi ça sert que je publie. Et je pense que parfois c'est bien de se ramasser la gueule. C'est vrai que c'est une étape à passer, c'est ça. Et puis c'est souvent, on apprend vachement plus avant de le faire. Et une fois que tu passes, enfin c'est vrai pour tout en fait, c'est vrai pour plein de trucs différents. Mais même le simple fait de se lancer, je sais pas moi, sur YouTube ou peu importe, je sais qu'il y a plein de gens qui appréhendent. Et puis finalement quand tu le fais, tu te rends compte que c'est vachement moins flippant que ce que tu imaginais. Et ça disparaît un peu ce truc de peur là. Ouais, bien sûr. Une fois que tu te lances quoi. Bien sûr, mais oui, ouais, c'est comme tu dis, pour tout. Hein. Pour tout. Ouais, c'est pour tout. C'est comme partir à l'étranger quand tu as jamais fait. Voilà, tu te dis c'est impossible, je vais jamais y arriver. Et puis une fois que tu le fais, tu te rends compte que tout va bien en fait. Mais il faut le faire pour s'en rendre compte. Tu peux pas juste revenir dans le temps et te dire à ta version de toi qui n'a jamais fait, t'inquiète, ça va aller, parce qu'il va pas te croire, parce qu'il ne l'a pas fait. Et ça c'est vrai pour toi. Et le pire c'est que c'est ça le plus difficile en fait, c'est ce premier pas là de genre. Parce qu'une fois que tu l'as fait, ça va, tu vois, mais tu changes tellement d'univers et c'est tellement inconnu que forcément ça te fait peur, quoi, c'est normal. Mais de l'autre côté, ça va, je peux vous dire que c'est ça va. Non, mais il y a ce truc, j'ai des gens qui viennent souvent m'envoyer un message pour me dire je sais pas comment faire pour commencer à écrire. Et moi je leur réponds pas parce que sinon je suis obligé de leur dire commence à écrire. C'est ça. Fais-le, tu vas te rendre compte très vite que ça va être que tu vas pas y arriver. Mais il faut que tu commences. Si jamais tu dis je sais pas comment faire pour commencer, tu sauras jamais tant que t'auras pas commencé. Alors tu prends un ordinateur, un bout de papier, tu fais ce que tu écris comme tu veux, tu dictes dans ton portable, mais vraiment c'est con, hein, et je pense que pour eux c'est pas une question con, c'est juste que comme ils l'ont jamais fait, ils savent pas qu'ils ont besoin de le faire, et moi il y a zéro conseil que je peux te donner quand tu ne l'as pas fait.
Parce que tu vas C'est le chemin mental Ouais. que t'as jamais emprunté en fait. Et du coup, C'est ça. c'est totalement. C'est ça. C'est une jungle quoi, il faut débroussailler le Mais c'est le truc de la connaissance, tu sais, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tant que il faut d'abord apprendre que tu ne sais pas avant d'apprendre. Et donc si tu sais pas comment commencer par écrire, commence par écrire. Je suis désolé, il y a aucune piste que je peux te donner pour que tu partes sur de bonnes bases. Ça n'existe pas, tu ne partiras pas sur de bonnes bases. Tu vas partir. C'est comme le patin à glace, tu vas partir, tu vas te péter la gueule. Mais il faut que tu le fasses pour comprendre comment ça fonctionne le patin à glace. Tu peux pas apprendre la théorie. Ouais, c'est vrai. Écrire c'est pareil. Et tu peux, mais Oui. ça c'est Ça, pas. ça t'aidera pas une fois sur la glace. Non, Par contre, c'est tu ça. pourras expliquer pourquoi tu t'es pété la gueule. Tu pourras dire ah oui c'est parce qu'en fait il y a une fine couche d'eau sur la glace qui fait que j'ai glissé et mon centre de gravité c'est rabaissé et tu pourras très bien l'expliquer mais ça ne changera pas le fait que tu ne sais pas faire de patin à glace tant que t'en as pas fait. Et écrire c'est pareil. Effectivement, c'est totalement vrai. Ah, c'était très chouette. Mais oui. Ouais. Non, mais c'était cool. Du coup on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là, mais j'ai encore une question. Ça marche. Mais, Dernière question ensuite je vais goûter. Et moi, il faut absolument que j'aille aux toilettes parce que j'ai bu beaucoup trop de thé et d'eau. Intéressant. Ça t'attend toujours. C'est biologique hein, l'eau ça descend. C'est pareil tu connais la théorie et ensuite la pratique. Tu vas aux toilettes, c'est comme ça, voilà. Écrire, c'est pareil. Écrire, c'est comme faire pipi. D'une certaine façon. Laisse couler. De toute façon, écrire, c'est apprendre à faire des métaphores foireuses aussi. Hein. Ouais, je voulais te demander aussi, peut-être juste dernier truc. Par rapport à ton entourage, est-ce que les gens de ton entourage te soutiennent, du coup, par rapport à que ce soit l'écriture ou YouTube? Bon, je pense savoir la réponse, mais dis-moi. J'ai beaucoup de chance parce que oui, les gens de mon entourage me soutiennent. Ma famille et mes amis sont derrière moi dans mes projets, c'est super cool. Ça n'a pas toujours été le cas parce que quand tu commences, ils se disent oh, c'est un petit truc qu'il fait et puis ça lui passera. Puis ensuite, au fur et à mesure, à force de faire, ils commencent à se rendre compte que ah non, ça fait partie de lui. Et quand c'est des gens qui t'aiment, ils l'acceptent et ils finissent même par s'investir dedans. Et par exemple, Renégat, les personnages de Renégat sont basés sur mes amis les plus proches. Donc du coup je leur ai fait lire l'histoire, donc eux ils ont déjà lu jusqu'au volume 3 et ça fait vraiment plaisir de voir que eux ça leur plaît en plus et de me dire voilà c'est derrière cette petite histoire que moi j'ai écrite tout seul dans mon coin, il y a déjà cet aspect de communauté avec ces gens là quoi et c'est une chance incroyable, beaucoup de chance de les avoir dans ma vie. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui comprennent pas forcément. C'est pas toujours évident d'expliquer aux gens ce que tu fais. Non, c'est sûr. Avec des mots qu'ils soient capables de comprendre aussi, parce que c'est une réalité tellement différente de ce qu'ils vivent en fait. C'est pas... Non, bien sûr. Mais ok, donc c'est super cool. Super cool. Eh bien, sur ces belles paroles, je vais te laisser aller prendre ton goûter. Je vais te laisser aller faire ce que tu as à faire. Et du coup, tu veux que je mette les liens de Renégat et de ta chaîne? Ça te va? Oui. Ou tu veux que je mette d'autres choses? C'est très bien. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi au moment où j'ai enregistré cet épisode avec Bastien. Si tu l'as aimé, je t'invite vraiment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et ou à le partager autour de toi sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me mentionner, comme ça je pourrais le repartager aussi. Et si toi aussi tu as envie de te lancer dans un projet trop cool comme interviewer des gens sympas, si tu as envie d'avoir une chaîne YouTube ou un podcast, un blog, un truc qui te fait vraiment kiffer, j'anime un workshop samedi où j'aide justement les gens à construire sereinement leur projet. Attention, le nombre de places est limité à 5 personnes. Je cherche des gens motivés qui ont envie de se lancer malgré les doutes, malgré la peur et qui sont prêts aussi à mettre les mains dans le cambouis. Le but, c'est d'accompagner chacun d'entre vous dans l'élaboration de leur projet. Tu apprendras notamment à communiquer avec tes peurs à travers un exercice puissant, à construire les différentes étapes de ton projet et à définir un concept original aligné à tes valeurs et à ta personnalité. Si tu veux plus d'infos, tout sera sur elodielourette.com. Je te mettrai également en barre d'infos le lien pour retrouver le Tropeur, sa chaîne YouTube, etc. et son histoire Renégat. Merci encore et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Laboratoire d'écriture.